Bon, écoutez, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je salue ceux qui nous écoutent en ligne. Je vais donc aujourd'hui, dans ce quatrième cours, aborder la question de la logique de la signalisation ou de l'information dans un circuit biologique, quelle que soit son échelle, de molécules ou de cellules. La dernière fois, j'avais commencé à aborder cette logique du point de vue de ce qu'on appelle les réseaux, les motifs de réseau. Aujourd'hui, je vais utiliser une approche qui est tout à fait différente, mais qui a son avantage, comme on va le voir. Donc, j'aimerais d'abord rappeler un certain nombre de points importants sur la philosophie générale de ce cours et sur ce que j'ai dit la dernière fois. Donc, à propos de l'approche logique du processing de l'information, déjà, il est important d'affirmer en fait que cette logique existe et qu'on peut l'approcher. Cette approche logique en fait demande un niveau d'abstraction par rapport au niveau d'implémentation d'un système biologique pour vraiment comprendre quelle est la stratégie logique mise en œuvre pour répondre à un objectif qui est ce niveau computationnel que David Marr a défini. Et ceci correspond donc à ce niveau algorithmique de David Marr que j'avais introduit dans le premier cours. L'existence de cette logique se manifeste par le fait que ce qui est souvent plus conservé, ce n'est pas la conservation des gènes, contrairement à ce que nombre de biologistes disent souvent. Bien sûr, les gènes sont conservés, mais c'est la logique de leur interaction pour répondre à un objectif fonctionnel particulier qui, à mon avis, est le plus important et qu'il s'agit de discerner en décrivant ce niveau algorithmique. Et l'évolution, bien sûr, est une marche aléatoire dans un espace de gènes de très très grande dimension. Mais en fait, la récurrence de solutions logiques en fait, se manifeste, par exemple, sous la forme de motifs de réseau qu'on avait vu abondamment la dernière fois. Et donc, pour rappeler un certain nombre d'exemples, ici, je représente quelques exemples de tels motifs de réseau qui ont des propriétés que j'avais précisées. Et en particulier, donc, des boucles d'autorégulation négatives qui permettent une réponse accélérée, l'existence de détecteurs de persistance de signal dans les boucles feed-forward, FFL, la possibilité de filtrer le bruit avec des réponses avec un délai pour des boucles d'autorégulation positives, PAR, des générateurs de pulses, de vagues de tels pulses dans le temps qui peuvent être organisés suivant la logique de ces feed-forward loops, la robustesse de certains de ces réseaux, etc. etc. Donc, ce n'est pas du tout un énoncé exhaustif des propriétés logiques fonctionnelles de ces réseaux, mais quelques-unes qui se retrouvent très importantes et qui sont associées à ces motifs récurrents dans les réseaux de régulation génétique des systèmes sensoriels. Et également, j'avais énoncé à la fin des propriétés propres aux systèmes développementaux dans lesquels les constantes de temps sont plus longues, notamment l'exemple de la bistabilité, sur lesquelles on va revenir, mais sous un jour différent aujourd'hui. Donc, si on peut prendre un peu de recul par rapport à ce que j'ai énoncé la dernière fois, on pourrait dire, à certains égards, que cette analyse des réseaux, des motifs de réseau, permet de comprendre l'émergence d'états particuliers en réponse à des variables de l'environnement, comme c'est le cas dans les systèmes sensoriels de la bactérie, réseau métabolique ou autre, et au cours du développement, en réponse à des signaux développementaux. Donc, ils permettent de rendre compte de l'émergence d'états cellulaires particuliers. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir aussi avoir un cadre logique pour comprendre la transition entre ces différents états. Donc, on va dire qu'un génome peut être capable, dans la cellule, d'encoder un certain nombre d'états, mais il s'agit aussi d'encoder les trajectoires qui relient ces différents états, et ces trajectoires sont en fait en nombre, ne sont pas infinies, il y a des trajectoires particulières que le système est capable d'adopter. Et donc, c'est à ce titre-là que le cours d'aujourd'hui va être focalisé sur cette question de la transition entre états, dans ce qu'on appelle communément des phénomènes de décision cellulaire. Alors, ces aspects de la dynamique ont à certains égards déjà été vus la dernière fois, lorsque j'avais par exemple comparé des activations simples, des activations par feedback négatif ou positif. On avait vu que les constantes de temps de tels systèmes pour atteindre l'état stationnaire étaient différentes. Donc on peut déjà aborder la dynamique, bien sûr, mais là, par les moyens d'équations différentielles dont on peut identifier les propriétés, ou alors, autre aspect de la dynamique, c'était ces vagues d'activation en pulse qu'on avait vues dans des emboîtements de boucles FFL. Voilà. Donc je ne veux pas dire que la dynamique n'était pas présente la dernière fois, elle l'était, mais c'est vraiment aujourd'hui la logique de transition entre états qui va être le point particulier de mon propos aujourd'hui.
Alors j'aimerais d'abord avoir un petit zoom arrière sur la question de la dynamique. Bon, l'intitulé de ma chaire est Dynamique du vivant. Si j'ai choisi cet intitulé, c'est qu'à certains égards, la dynamique du vivant a des propriétés particulières. La dynamique dans le vivant n'est pas comme n'importe quelle dynamique, l'orbite des planètes, les planètes autour d'un système solaire, pour prendre un exemple lambda, dans un système non biologique. Et donc, à ces fins, donc, je voulais citer quelques textes importants hein, d'auteurs qui ont pensé cette dynamique. Et le premier qui vient à l'esprit, c'est évidemment Lamarck, qui, outre qu'il a inventé le mot de biologie, n'était pas quelqu'un qui a voulu retirer la biologie de son appartenance au monde physico-chimique, vu que c'était quelqu'un qui était tout à fait physico-chimiste et contre le vitalisme. Voyons ce qu'il dit par exemple de la dynamique des systèmes dans cet essai Philosophie zoologique où il parle des caractères des corps inorganiques mis en parallèle avec les corps vivants. Donc rendre compte des propriétés du vivant par rapport aux propriétés du monde inorganique. Tout corps, au contraire, qui possède la vie, se trouve continuellement ou temporairement animé par une force particulière. Ce n'est pas une invocation du vitalisme du tout, hein, d'une force particulière qui excite sans cesse des mouvements dans ses parties intérieures, qui produit sans interruption des changements d'état dans ses parties, mais qui y donne lieu à des réparations, des renouvellements, des développements, et à quantité de phénomènes qui sont exclusivement propres au corps vivant, en sorte que chez lui, les mouvements excités dans ses parties intérieures altèrent et détruisent, mais réparent et renouvellent, ce qui étend la durée de l'existence de l'individu, tant que l'équilibre entre ces deux effets opposés, et qui ont chacun leur cause, n'est pas fortement détruit. Donc là, il y a une caractérisation de la dynamique propre au système vivant de l'intérieur. Et dans une perspective plus large, hein, de ce qui s'appelle le transformisme, qu'il a formalisé d'une façon encore plus claire, dans cet autre ouvrage, hein, Histoire naturelle des animaux vertébrés, en 1815, quelques années plus tard, la nature, dans toutes ses opérations, ne pouvant procéder que graduellement, n'a pu produire tous les animaux à la fois, elle n'a d'abord formé que les plus simples, et passant de ceux-ci jusqu'aux plus composés, elle a établi successivement en de différents systèmes d'organes particuliers, les a multipliés, en a augmenté de plus en plus l'énergie, etc. Et, les cumulant dans les plus parfaits, elle a fait exister tous les animaux connus avec l'organisation et les facultés que nous leur observons. Là, c'est un énoncé en fait, du transformisme, pour des raisons physico-chimiques. C'est en vertu du fait qu'on ne peut pas tout d'un coup produire par ce qu'on appellerait aujourd'hui l'auto-organisation d'un organisme très complexe, qu'on doit partir de phénomènes beaucoup plus simples. Mais on voit que dans l'échelle évolutive, comme dans l'échelle développementale, il y a le même principe, puisqu'il y a une dynamique interne qui n'est pas comme une espèce de variable externe du système, mais quelque chose qui est inscrit dans l'organisation, on va dire l'organisation dynamique des systèmes vivants. Alors on retrouve, formulé différemment, le même concept dans les mots de Waddington, quasiment un siècle plus tard, en 1957, dans ce livre dont on va reparler plus tard, The Strategy of the Genes, qui est à la fois une espèce de pamphlet qui affirme le rôle, l'importance des gènes dans le processus biologique, et en particulier le développement, mais comme on le voit ici, qui définit que le temps n'est pas une variable externe du système, mais une variable intrinsèque inhérente au système vivant. Donc là, on va le dire en anglais, parce que je n'ai pas traduit. The main respect in which the biological picture is more complex than the physical one is the way in which time is involved in it. In the Newtonian system, time was one of the elements in the physical world, quite separate from any of the others. A material body of a given mass just existed, unchanging and indeed quite indifferent to the passage of time. But time and change is part of the essence of life. Donc c'est une façon différente de dire que l'aspect temporel est inscrit dans la nature des systèmes biologiques, comme l'affirmait déjà Lamarck. Et il distingue trois niveaux de dynamique, celui d'abord de l'évolution, qui est le plus long, le deuxième, c'est celui de la vie des organismes, que nous connaissons tous, la nôtre, et puis la troisième, the shorter time scale, a living thing keeps itself going only by a rapid turnover of energy or chemical change, qui est une affirmation du caractère hors d'équilibre particulier d'un système vivant qui lui donne une direction d'évolution et son statut particulier. Donc voilà, on voit ici l'importance, c'est que la dynamique, ce n'est pas quelque chose, dans le vivant, ce n'est pas quelque chose qui est comme dans n'importe quel système inorganique, c'est quelque chose qui est particulier, qui a une direction, et notamment, ce sur quoi je vais maintenant m'appesantir un peu plus, la notion de décision, qui est une forme de brisure de symétrie temporelle du système, est quelque chose de très très présent dans les systèmes biologiques, beaucoup plus que dans la nature non vivante. Alors, à propos des dynamiques dans les systèmes vivants, on peut dire un certain nombre de choses très générales. Elles se caractérisent par le fait qu'elles sont à la fois très riches, il y a de grands types de dynamiques, mais elles ne sont pas du tout chaotiques.
au sens où, en particulier, il n'y a pas de sensibilité aux conditions initiales. On va voir même que, même par rapport à des systèmes non chaotiques qui dépendent quand même des conditions initiales, il n'y a pas du tout de... On peut perturber assez fondamentalement ces conditions initiales, et le système va néanmoins converger vers un état final qui est inscrit dans sa dynamique interne. Et également, le bruit peut perturber fortement un certain nombre de choses dans le système, mais il va retrouver une voie vers sa fin, entre guillemets. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de processus qui sont de nature cyclique ou oscillante. Je ne vais pas en parler en fait dans mes cours cette année, et aujourd'hui en particulier, mais pour ceux qui sont intéressés, j'avais déjà abordé cette question dans mes cours il y a quelques années, en 2018. La deuxième caractéristique, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la question d'irréversibilité des processus cellulaires et leur caractère discret aussi. Il y a des transitions abruptes dans l'état des systèmes biologiques qui correspondent à ce qu'on appelle, par anthropomorphisme, des décisions développementales, par exemple, associées parfois à des checkpoints, mais pas nécessairement. Et donc ici, on voit en fait ces deux dynamiques, à la fois système périodique ou oscillant, et puis des phénomènes de décision cellulaire qui correspondent à des transitions irréversibles et discrètes. Alors, j'avais déjà cité dans le premier cours cet article auquel je vous réfère et qui est, à mon avis, extrêmement intéressant, surtout si l'on vient de la physique, qui est cet article de John Hopfield en 1979, si ma mémoire est bonne, qui insiste justement sur l'existence de broken symmetry dans les systèmes biologiques en disant « The first important point to note is that the micro and macrostructures of the plants and animals which make up biology are a consequence of a massive amount of broken symmetry. » Donc il se réfère au fait que les symétries, les brisures de symétrie, elles existent en physique dans le monde non vivant, il cite Anderson et plein d'autres choses, mais il dit « But in most of physics, broken symmetries are a few in number par rapport à la biologie. » En tout cas, lui, il insiste sur cette caractéristique des systèmes vivants. Donc on va parler en fait de cette caractéristique, vraiment le fait que les systèmes biologiques sont capables de transiter irréversiblement et de façon parfois discrète dans certains états, dans ce qu'on appelle des états. Alors on va s'intéresser notamment aux états cellulaires, donc des propriétés émergentes qui se caractérisent au niveau notamment de l'expression génétique. Alors justement, parlant de décision cellulaire, j'avais déjà cité l'exemple de la lignée hématopoïétique où on voit qu'à partir de cellules souches qui vont se renouveler, il y a des transitions vers un certain nombre d'états qui ne sont pas du tout exhaustifs, quelques-uns sont énumérés ici, et dans lesquels des réseaux génétiques permettent ces décisions cellulaires. D'autres exemples issus du développement, au cours par exemple de la formation du système nerveux chez la drosophile, mais l'équivalent existe également chez les mammifères. À partir de cellules souches qui se divisent, on voit progressivement la formation de précurseurs de cellules neuronales, et chacune ont leur identité par des processus. Alors ici, on a la flèche du temps et l'expression séquentielle de différents en couleur. On voit ici des facteurs de transcription qui sont donc comme des marqueurs de régulation de gènes en aval qui vont conférer aux cellules qui émergeraient à différents temps, ici et successivement, une identité propre, caractérisée et même déterminée par le code de facteurs de transcription, voyons ici le code de couleur, qui les caractérise et qui donc évolue au cours du temps. Donc là, on a un bon exemple de décision cellulaire séquentielle inscrit donc dans une temporalité. Et un autre exemple ici sur lequel on reviendra plus tard, qui est un système expérimental artificiel induit en laboratoire, mais qui mime une décision cellulaire endogène dans un embryon précoce, dans lequel on peut ici voir la transition entre des cellules souches et des cellules qui vont avoir un caractère neuronal. J'y reviendrai plus tard. Alors je parlais donc ici de décision irréversible, mais il y a également des phénomènes cycliques. Alors comme je ne vais pas en parler, je vais quand même juste pour mémoire rappeler l'exemple évidemment du cycle cellulaire, où là on a à la fois des modifications biochimiques et génétiques de l'état d'expression génétique d'un certain nombre de gènes donc dans la cellule qui correspond aux différentes étapes du cycle cellulaire, avec ici donc la division cellulaire proprement dite, les phases G et la phase de réplication de l'ADN. On peut voir ces différents états de façon très concrète, par exemple en utilisant l'expression de protéines qui sont marquées par des fluorochromes différents, donc 2, ici, rouge et vert, peu importe leur nom, dont l'activation est séquentielle, rouge puis vert, et donc on peut voir les différents états de la cellule à travers le cycle cellulaire et ses différentes transitions. Donc pour dire que ce n'est pas simplement un fait morphologique, mais qui est caractérisé par des évolutions de concentration de protéines dans la cellule. Donc là, ce sont des phénomènes très complexes et très intéressants de structures périodiques qui existent dans toutes les cellules.
Mais ce qui, je trouve, est encore plus remarquable, c'est l'existence de dynamiques qui convergent toujours vers un état final. Classiquement, en physique, en fait, on peut définir des lois d'évolution d'un système, et moyennant des conditions initiales, on peut prédire l'évolution du système. Alors, en biologie, je ne dis pas qu'on fait exception à cette règle-là, mais il y a comme un relâchement des contraintes sur les conditions initiales. Vu qu'on peut modifier singulièrement les conditions initiales, on peut aussi modifier les conditions au cours de la trajectoire qui amène à un état final, et le système va néanmoins arriver à l'état final de façon très convergente. Et ça, c'est quand même pas très courant dans les systèmes non biologiques, et c'est en tout cas une caractéristique très forte du système biologique, qu'on les considère à l'échelle de la cellule, à l'échelle d'un ensemble de cellules qui forment un tissu ou dans un embryon. Donc il y a quelque chose qui semble attirer, entre guillemets, le système vers son état final, quelles que soient les conditions rencontrées au cours de son évolution, ou même quelles que soient les conditions initiales. Alors, je donnerai quelques exemples plus tard, mais ici, un article très récent montre, du reste, dans un système de cellules souches in vitro qui récapitule certains éléments du développement du système embryonnaire, on voit ici, revoyons simplement de façon symbolique, une trajectoire qui mène une cellule pluripotente vers une cellule du mésoderme en rouge, l'autre qui va être une cellule de l'endoderme, donc ici c'est par exemple précurseur de tissu musculaire, ici précurseur de tissus comme les organes internes, intestins et autres. Eh bien, on voit ici qu'il y a différentes routes qui peuvent donner vers ce même état final. Donc c'est un exemple, en tout cas dans un système in vitro, où le système a différentes voies qui convergent vers le même état final. Mais pour illustrer de façon plus claire donc, ce que l'on pourrait caractériser comme donc une adaptation du système pour retourner vers un état d'homéostasie ou un état final, eh bien, quelques exemples. Alors, premier exemple, c'est celui de la motilité cellulaire, donc des cellules qui ont des propriétés de polarité. On voit ici un kératocyte de poisson qui a une structure particulière, une polarité, avec une régulation du cytosquelette vers la partie dite frontale, qui permet la motilité cellulaire. J'en avais parlé en détail dans mes cours, Jean-François Zani également dans ses cours. Le point important, et donc il y a une organisation assez subtile de ces cellules au niveau de leur mécanique et de leur organisation interne, et on peut fortement la perturber, comme on peut le voir dans cette expérience où la dépolymérisation complète ou la perte complète de l'organisation de la cellule, j'entends par là en particulier tout ce qu'on appelle le lamellipode riche en actine, donc on voit ici représenté en dessin. On peut fortement la perturber en présence de DMSO. Donc il va y avoir un collapse de l'ensemble de l'organisation de la cellule. On peut voir ici le transit de cet état très organisé à un état au point mort où la cellule ne bouge plus, à une structure un peu amorphe. Et en l'espace de quelques minutes, la cellule va réadapter une morphologie et une motilité. Donc la cellule est capable de garder en elle la capacité de reconstituer sa structure alors qu'on a complètement perturbé son cours. Alors là, ce n'est pas une modification, une adaptation génétique, c'est une adaptation purement biochimique qui révèle les propriétés d'auto-organisation de la cellule. Mais prenons des exemples frappants maintenant au niveau d'organismes unicellulaires encore, mais c'est des exemples de régénération. Alors ces régénérations, en fait, avaient frappé les biologistes au XIXe siècle, qui avaient étudié l'hydre, qui avaient étudié beaucoup de ciliés, parce que c'était des organismes grands qui s'observaient facilement au microscope. Un exemple connu, c'est celui de Stentor ceruleus, qui est une cellule qui fait quasiment 1 mm de long. Donc c'est une très grande cellule. Et Vance Tartar, qui est quelqu'un qui a étudié pendant des années cet organisme, a fait des expériences qui ont été caractérisées dans des dessins, dans ses livres. Il n'y a pas beaucoup de photos, à l'époque on dessinait surtout. Mais en gros, le type d'expérience qu'il pouvait faire, c'est de couper un petit fragment de cette grosse cellule, comme on peut le voir ici, et reformer un stentor, un nouveau stentor se reformait, alors de taille très différente, un tout petit, mais qui avait la même morphologie que l'adulte. Donc la structure est capable en fait, de régénérer intégralement son organisation. D'autres exemples sont illustrés ici. On peut couper un anneau en fait, de la structure qui passe par un état sphérique et reconstitue en quelque temps l'organisme entier, etc., etc. Donc on voit ici à l'échelle de la cellule elle-même la capacité de réorganiser complètement la morphologie de la cellule et sa fonction en dépit de perturbations assez drastiques de son organisation lors de ces expériences. Autre exemple connu, c'est celui de l'hydre. L'hydre donc, est un cnidaire qui donc a cette morphologie assez simple de tentacules et de son corps. Et donc ici, par exemple, des expériences du laboratoire de Kinneret Keren
au Technion, a montré que on peut prendre, enfin, plutôt visualise au microscope les processus de régénération qui étaient connus depuis très longtemps, où en coupant des fragments, par exemple, de la partie latérale du corps, cette structure d'abord en plan forme une sphère qui va après donner l'émergence à de nouvelles tentacules, comme on peut le voir ici, donc sur des échelles de temps de plusieurs jours, donc un processus assez long. Mais encore une fois, capacité au système de retrouver la convergence vers un état final. Les expériences encore plus anciennes de Hans Driesch chez l'oursin, qui avait donné naissance à ce concept de processus de régulation, de développement régulé par rapport au développement mosaïque. On voit ici les premières étapes du développement de l'oursin, une cellule, 2, 4, etc., jusqu'à la larve qui émerge. Ce qui est remarquable, c'est que donc au stade de cellules, on peut séparer les deux blastomères, comme on les appelle. Chacun va donner naissance à 2 larves de morphologie tout à fait normale, quoique de taille plus petite, parce qu'elles n'auront pas la taille initiale qu'il y avait auparavant. Et on peut même faire le même processus à 4 cellules. On aura maintenant 4 larves de forme normale. Donc vraiment une capacité de générer la forme en dépit de perturbations profondes de l'organisation. Cela dépend de propriétés héritées dans ces structures, qui sont notamment des gradients chimiques, représentés par ces codes de couleur ici. Si l'on fait une division en moitié, on va pouvoir former 2 larves. Si en revanche on le fait dans ces structures en perdant la symétrie des composants chimiques en couleur, et bien à ce moment-là, on n'a pas une possibilité d'hériter, de converger vers cet état final. Donc c'est un autre exemple de régénération. Voilà qui illustrait, donc je résume, ces propriétés importantes. La dynamique des systèmes biologiques converge naturellement vers des états finaux en dépit de perturbations des conditions initiales ou des trajectoires elles-mêmes. Donc aujourd'hui, on ne sait pas expliquer, ni d'un point de vue biologique, ni d'un point de vue physique, cet état particulier des systèmes biologiques qui n'est pas strictement défini par une loi d'évolution et des conditions initiales, mais par quelque chose de plus complexe inscrit dans la nature ou dans les algorithmes qui, en fait, pour reprendre la terminologie que j'utilise beaucoup cette année, qui traduit en fait les processus de décision et les dynamiques de ces systèmes. Alors, au cours du développement, qui va être donc le point de focalisation de mon propos aujourd'hui, on a ces phénomènes de transition abrupte et irréversible de ce qu'on appelle donc des décisions cellulaires. Et pour passer de cet état, une cellule, à l'état de plusieurs millions de cellules, on a un grand nombre de telles décisions cellulaires et on va voir comment on peut les traiter. Alors on va dire beaucoup de cellules, beaucoup de gènes, a priori phénomène impossible à appréhender. Et effectivement, lorsqu'on regarde ces décisions cellulaires, on peut les représenter comme des arbres de décision, un peu comme des automates cellulaires qui, à chaque division cellulaire, prendraient une décision en termes de destin, qui soit symétrique ou asymétrique. On voit ici la représentation de l'arbre chez la sionne, où on a à peu près 2000 cellules formées en à peu près 10 séquences de division cellulaire. J'aimerais ici insister sur un certain nombre de terminologies que les biologistes du développement ont adoptées au cours des temps et qui, à mon avis, est assez important. Le premier, et qui correspond à une phénoménologie, donc voici ces mots. Le premier, c'est ce qu'on appelle un destin cellulaire, cell fate en anglais, qui correspondent en fait aux états discrets, généralement finaux, d'un processus de décision. Par exemple, une cellule musculaire, une cellule neuronale, etc. Il y a le terme de compétence qui correspond à la capacité de répondre, la capacité de réponse à des signaux environnementaux, des facteurs de croissance, des voies de signalisation diverses, mais pendant une fenêtre de temps particulière, dans cette zone de compétence, capacité à répondre. Il y a le terme de commitment ou spécification en anglais, donc spécification en français. Les cellules sont engagées, committed. Quand elles ne répondent plus au signal, elles sont engagées irréversiblement dans un processus de décision. Donc ça, c'est une différence entre compétence et commitment. Et ça, c'est quelque chose de très expérimental. On essaie de reperturber le système et le système ne va plus modifier son cours. Et la détermination, c'est un peu relié comme concept, c'est l'idée que la cellule ne va plus en fait, modifier sa trajectoire quand d'autres signaux pourraient intervenir. Donc elle est engagée irréversiblement. Alors, toute cette terminologie, elle s'utilise pour caractériser donc, des choses assez classiques au cours du développement précoce. Ce sont les transitions successives entre une cellule totipotente puis pluripotente. En fait, c'est une perte progressive de potentialité
et jusqu'aux étapes où les cellules sont totalement engagées dans une voie, en tout cas naturellement irréversible, vers un destin particulier. Donc on part d'un pool de progéniteurs qui prolifèrent et qui donnent naissance à des décisions cellulaires irréversibles. Prenons l'exemple ici des blastomères totipotents dans l'embryon, très précocement, qui vont donner, par exemple, chez l'homme ou chez la souris, à une décision cellulaire, parmi la première, le trophectoderme, représenté en vert, qui va être à la périphérie de l'embryon, et inner cell mass, la masse cellulaire interne en violet. En gros, le trophectoderme va donner naissance aux structures du placenta chez les mammifères, des structures périphériques qui ne vont pas se retrouver dans l'organisme embryonnaire, enfin dans l'embryon proprement dit, et chez l'adulte, et puis les cellules qui vont former plus tard l'embryon proprement dit, qui sont ces cellules en violet. Donc c'est la première décision, structure extra-embryonnaire, structure embryonnaire proprement dite. Puis une deuxième décision en arbre, entre les cellules qui vont être de l'épiblaste, qui correspond globalement aux futures structures de l'ectoderme, de la superficie, et puis l'endoderme, les structures qui vont former plutôt les structures internes, intestins et autres. Donc voilà, on a un certain nombre de décisions séquentielles représentées ici. On reviendra sur ces facteurs. Et puis j'avais parlé de ce travail de Leigh-Croyer sur le poisson zèbre, qui montre comment, à partir de séquençage à l'échelle cellulaire de toutes les cellules d'un embryon à différents stades, on peut reconstruire des arbres décisionnels plus complexes, dans lesquels tous les facteurs de transcription ne sont pas connus. Voilà. Mais en tout cas, on va se focaliser d'abord essentiellement sur des systèmes de décision cellulaire dans lesquels la biologie est très connue. On va voir comment on peut les caractériser d'un point de vue mathématique. Et puis, à la toute fin, je parlerai des cas où, en fait, la biologie n'est pas aussi bien connue et voir ce que l'on peut faire. Alors, la présentation l'approche mathématique que je présentais aujourd'hui, c'est une approche dite géométrique. Elle a ses racines essentiellement dans un travail de Waddington dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'aimerais rappeler en vous invitant à lire en particulier le chapitre 2, cybernétique du développement, dans son livre The Strategy of the Gene, parce que c'est dans ce chapitre que l'image très connue du paysage de Waddington est présentée. Mais je pense que c'est important de lire tout le chapitre pour voir d'où ça vient. Parce que souvent, c'est présenté d'une façon certes métaphorique, mais en fait, ça s'inscrit dans une vision, une caractérisation du processus, et que je vais vous rappeler pour vous, si vous le voulez bien. Donc, ce livre a été publié en 1957 par quelqu'un qui défendait la vision du rôle important, prééminent des gènes au cours du développement, ce qui était assez nouveau à l'époque. Bien sûr, on connaissait les gènes, ça avait été étudié par nombre de personnes, mais dans les structures plus de l'adulte, mais moins au cours du développement embryonnaire. Donc, Waddington reconnaît la complexité du processus développementaux et distingue déjà 3 processus différents. Les processus qu'il appelle de régionalisation, on dirait aujourd'hui patterning, dont j'ai souvent parlé. Deuxièmement, le processus d'histogénèse, on dirait aujourd'hui différenciation cellulaire. Et troisièmement, le problème de la morphogénèse. Les 3 étant couplés, mais néanmoins distincts. Donc, le développement en fait, correspond à une évolution temporelle dans un espace en très très grande dimension, même si à l'époque on ne connaissait pas le nombre exact de gènes dans un organisme comme la drosophile que Waddington étudiait, par exemple, il savait que c'était des espaces en très très grande dimension, et donc il avait conscience en fait qu'étudier la dynamique d'un système développemental dans ces contextes-là était compliqué. Et donc il propose, et il était intéressé par l'évolution de comment des toutes petites différences inscrites dans le noyau, on parlait d'ooplasme à l'époque, dans l'embryon, au stade juste fécondation de l'embryon, comment de toutes petites différences, alors on n'avait pas une caractérisation moléculaire très précise de ce qui se passait dans le noyau, hein. On savait qu'il y avait la chromatine, des gènes, etc., mais il n'y a guère plus, comment de toutes petites différences pouvaient donner naissance, moyennant l'activité de gènes en réseau, à des discontinuités macroscopiques. Un tissu musculaire ici, un tissu nerveux là, etc. Alors bien sûr, les échelles de temps sont très importantes, mais cela saisit d'une façon très schématique la question comment de toutes petites différences au niveau génétique, on peut voir émerger des discontinuités majeures. Et donc il disait, pour comprendre en fait l'émergence de ces discontinuités, d'accord, donc ce que l'on dirait aujourd'hui de décision irréversible et discrète, il y a l'activité des gènes qui est à prendre en compte au milieu, statement number 1, et la deuxième, c'est qu'il faut les analyser dans un espace des phases représenté ici en 2 dimensions, dans lequel on va avoir, voilà, ici 2 axes, mais c'est pour simplement réduire la dimensionnalité du processus. Et on voit au cours du temps, entre l'œuf et l'adulte,
eh bien, comment des toutes petites différences vont en fait ségréger et créer des discontinuités. Donc voilà une représentation illustrée de cet enjeu de définir des trajectoires dans des espaces en très grande dimension par une représentation, j'insiste sur le terme, en plus basse dimension. Et c'est dans ce contexte-là qu'après avoir énoncé une vision, on va le dire, algébrique des choses, dans lesquelles il définit les lois d'évolution chimique de différentes activités, de couplage entre activités génétiques, qu'il fait de façon assez précise. Il y a même un appendice dans le livre qui détaille plus concrètement un certain nombre de choses. Il essaye de rendre compte de discontinuités qui apparaîtraient dans ces lois d'évolution, d'équations différentielles de ces systèmes. Mais on va le voir, il y a un moment important, il dit finalement ce n'est pas un langage qui est approprié pour décrire l'évolution de ces discontinuités, bien qu'on peut l'utiliser. Et d'ailleurs, j'ai donné l'exemple à la fin de mon cours dernier de bistabilité qui s'analyse très clairement en termes d'équations différentielles, où on peut définir les conditions de bistabilité ou de tristabilité du système. Mais il définit donc une représentation géométrique simple pour illustrer un concept qui, on va le voir aujourd'hui, peut maintenant se définir de façon rigoureuse d'un point de vue mathématique. La proposition, c'est que le système, ça c'était une phénoménologie connue, et je l'ai rappelé tout à l'heure, a tendance à montrer une capacité, non pas... Alors ici, c'est une représentation de l'état initial, on va dire l'œuf juste fécondé, et ici, ce sont les états finaux qui peuvent correspondre à l'œuf, à l'œil, le cerveau, donc différents états finaux. Et donc, on présente ça comme une bille qui parcourt un paysage en 3 dimensions, qui va suivre des vallées pour arriver vers un état final. Alors, le point important ici, c'est la seule chose qu'il faut retenir, au-delà du caractère simplement pictural des choses, c'est le fait que les systèmes biologiques ont tendance, non pas à être définis par les états finaux, mais il y a une tendance au système à voir ces trajectoires en fait être canalisées, comme il l'utilise, ou converger vers des trajectoires particulières qu'il appelle donc une propriété non pas d'homéostasie, qui est la convergence vers un état final moyennant des perturbations, mais même de convergence de la trajectoire, d'où le terme d'homéorésie, c'est-à-dire, c'est un néologisme pour parler du fait que c'est la trajectoire elle-même qui se rectifie pour suivre une voie particulière, et non pas simplement l'état final. Et donc ces créodes sont ces voies necessary path, comme il dit dans son livre, est une représentation de cette trajectoire dans les espaces de phase qui en fait définit en fait cette convergence, cette capacité naturelle du système à quand même retrouver une voie particulière et non pas n'importe quelle trajectoire. D'accord ? Donc c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'il prend explicitement la possibilité de bruit qui serait modélisé par une irrégularité dans la forme de la bille en utilisant cette métaphore. Le deuxième point important, c'est de dire qu'en fait ce paysage, donc dans cet espace de phase, il est façonné par l'activité des gènes. C'est ce qu'il appelle donc le paysage épigénétique, non pas pour dire qu'il n'est pas génétiquement codé, c'est exactement l'inverse en fait. Aujourd'hui, on parle d'épi, il y a une confusion sur le terme épigénétique. Épigénétique, c'est tout ce qui est extragénétique, mais dans le langage de Waddington, c'est au contraire une affirmation du rôle prééminent des gènes, dont les activités sont représentées par ces piquets et ces cordes qui façonnent à tout moment, en fonction de leurs activités qui varient au cours du temps, le paysage. Donc retenons ici 2 propriétés importantes. 1, ce sont les gènes qui façonnent le paysage. 2, il n'y a pas d'isomorphisme entre l'activité des gènes, le génotype, et le phénotype, qui est le paysage qui fait émerger ces états, au sens où l'on voit par exemple un gène, un piquet qui peut avoir différents cordages qui vont vers le paysage phénotypique, et deuxièmement, il peut y avoir différents gènes qui convergent pour façonner ensemble, parce qu'on parlerait des activités synergiques de gènes, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, le point important, c'est que donc, ces gènes façonnent ce paysage. Et donc, si l'on veut comprendre la dynamique d'un système dans cet espace, il va falloir considérer l'activité des réseaux de gènes. Alors, le résumé ici de Waddington de ce chapitre, que j'ai traduit ici pour vous, me semble important parce qu'il résume bien les choses. Les caractéristiques fondamentales de l'organisme, sa forme, sont des propriétés étendues dans le temps que l'on peut envisager comme un ensemble de voies alternatives de développement, chacune étant, à des degrés divers, une créode vers lequel les processus épigénétiques manifestent une homéorésie, tendance à rectifier la trajectoire. On peut ainsi concevoir la forme organique non seulement comme occupant 4 dimensions plutôt que 3, le temps étant inscrit dedans, mais aussi comme comprenant des potentialités en plus de ce qui est effectivement réalisé chez un individu donné.
Et je souligne le paysage épigénétique, avec sa représentation de vallées ramifiées aux versants plus ou moins abrupts ou doux, avec des cols et des vallées suspendues aux contours plus ou moins bien définis, fournit un schéma assez grossier, mais à certains égards utile pour visualiser les différentes manières dont le système en développement peut être modifié. Mais le point important, c'est ce qui est dit maintenant. Dans l'étude du développement, nous nous intéressons non seulement à l'état final auquel le système aboutit, mais aussi au chemin par lequel il y parvient. Pour étudier algébriquement ces trajectoires de développement, donc par des équations différentielles d'évolution, comme on l'a vu la dernière fois, il nous faudrait intégrer les systèmes d'équations qui décrivent le comportement du système. Il est en général impossible de le faire de manière générale, même si pour un système particulier, on peut toujours calculer des solutions numériquement, comme Turing l'a fait dans quelques cas. Il parle de Turing, mais il ne cite pas son article, et c'était à peu près à la même époque. Pour les besoins de la discussion générale, cependant, nous devons en revenir à un mode d'expression que l'on peut qualifier de géométrique plutôt que d'algébrique. Et c'est exactement ce dont je vais parler aujourd'hui. La dernière fois, j'ai énoncé dans les cas très simples du motif de réseau une vision algébrique où on prend des équations différentielles d'évolution du système. Comme c'était des cas simples, on pouvait en fait soit analytiquement résoudre, soit alors utiliser des simulations très simples pour trouver, prédire l'évolution du système. Mais dans les cas plus complexes, en fait, on va le voir, on ne peut pas utiliser cette approche algébrique, et donc on va utiliser une autre approche, qui est l'approche géométrique. Alors pour ceux qui sont intéressés par ces aspects géométriques de l'évolution dynamique des systèmes, je réfère à ce livre qui est un peu une référence dans le domaine de la dynamique des systèmes biologiques, le livre d'Arthur Winfrey, qui parle de beaucoup de choses, notamment des systèmes périodiques. C'est juste pour dire qu'il existe des ouvrages très complets pour aborder ces questions. Alors, juste pour donner plus de corps à ce que disait Waddington en 1957, j'ai choisi de parler de cet article de Setna, très intéressant, qui montre comment un réseau, on va dire, assez simple, même s'il comporte quand même beaucoup de protéines, où deux voies de signalisation intégrées, le récepteur à l'EGF et le récepteur au NGF, facteur de croissance, nerve growth factor, et EGF, epidermal growth factor, qui utilisent des voies de signalisation qui s'intègrent l'une à l'autre. Eh bien ici, en fait, même dans ce cas assez simple de ces signalisations qui agissent sur des cellules PC12 en culture, eh bien, en fait, on a ici listé à droite, on ne va pas regarder dans les détails, c'est 28 équations différentielles d'évolution avec 48 paramètres qui sont inconnus, que l'on ne peut pas caractériser en détail. Et donc, la mauvaise nouvelle, c'est que donc, on ne peut pas analyser ça d'une façon rigoureuse. Il y a cependant une assez bonne nouvelle, c'est que, d'une façon qui est assez intéressante, la plupart de ces paramètres ne sont pas contraints, on les dit sloppy, c'est-à-dire qu'en fait, une grande fluctuation dans les valeurs de ces paramètres ne modifie pas en fait, les solutions du système. Donc, comme si le système biologique avait cette propriété d'avoir beaucoup de paramètres sloppy, par opposition à ce qu'on appelle les paramètres stiff, c'est-à-dire des paramètres raides, dont la valeur est extrêmement importante pour l'évolution, mais qui sont en très petit nombre. Alors un autre exemple de telles analyses, en 2000, c'est le travail du laboratoire de Garrett Odell et ses collègues, Van Dasso, Ed Monroe et Johannes Jäger, qui avaient montré en fait, comment on pouvait caractériser la segmentation précoce de l'embryon, en particulier à ce stade de ce qu'on appelle les gènes de polarité de segment, qui sont en aval des gènes PERU, les GAB dont j'avais parlé précédemment. Ici, une représentation en fait, du réseau tel que les analyses de la génétique moléculaire des années 80-90 l'avaient caractérisé. Et on peut donc définir des lois d'évolution de ce système. Alors ici, on a aussi 48 paramètres, beaucoup d'équations différentielles d'évolution. Donc on va dire à quoi bon essayer de modéliser le développement en utilisant cette paramétrisation complexe dans laquelle on ne va jamais pouvoir mesurer tous les paramètres. Mais une des choses qui ressort en fait, des analyses en simulation, c'est que parmi 240 000 ensemble de paramètres de ce système, il existe à peu près un peu plus de 1000 solutions, c'est-à-dire 1 sur 200, soit beaucoup, en fait, qui en fait, rendent compte du pattern observé dans l'embryon précoce. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup de solutions à ce problème, et donc une autre manifestation du fait que dans ces systèmes très lourds en paramétrisation, en fait, il existe quand même beaucoup de solutions. Les systèmes ont une robustesse naturelle, donc c'est une assez bonne solution. Mais en fait, c'était pour illustrer le fait que, néanmoins, dans ces systèmes biologiques, on va se retrouver, on ne va pas forcément souhaiter toujours devoir en revenir à une caractérisation complète de tous les aspects biochimiques
synthèse d'ARN, synthèse de protéines, stabilité, interaction, couplage entre réactions pour expliquer le développement, sans quoi on passe, les explications ne seront pas ni intuitives ni simples. Alors justement, l'approche proposée, c'est justement de dépasser cette caractérisation des systèmes en termes d'évolution par des équations différentielles, en essayant d'avoir une approche plus intuitive de ce système, d'avoir un modèle phénoménologique qui donc, contourne le problème de ces équations, de cette surparamétrisation des systèmes, quelque chose de plus parcimonieux, et qui permet de rendre compte de cette phénoménologie dont j'ai parlé tout à l'heure, de la distinction entre compétence, commitment, donc le processus de décision cellulaire proprement dite, jusqu'à la détermination finale du destin cellulaire. Et donc on va passer de cette caractérisation métaphorique de Waddington à une représentation mathématique plus rigoureuse et qui permet de faire des prédictions, et comme maintenant je vais le présenter. Alors j'avais parlé à la fin du cours dernier de bistabilité, on avait utilisé l'évolution du système par les équations différentielles, on voit qu'on peut résoudre ces problèmes de bistabilité, dans certains cas en utilisant cette approche géométrique. C'est le cas en particulier, vous savez, de ces deux moyens d'avoir de la bistabilité, soit par autorégulation positive, soit par répression mutuelle. Dans le cas de l'auto-activation positive du molécule, on peut prendre ici donc, cet état de transition entre un état pluripotent et un état du système neuronal, où en fait on voit l'expression de deux gènes alternatifs l'un de l'autre, soit nanog en vert, soit neurodi. Donc en fait, nanog est complexé à un dimère OCT4 et SOX2, et ce trimère en fait se lie à ce promoteur et synthétise nanog, de telle sorte qu'il y a une boucle d'autorégulation qui permet de maintenir l'état dans un système pluripotent. L'expression d'un autre facteur de transcription, BRN2, rentre en compétition avec SOX2, enfin se lie à SOX2 et donc rentre en compétition avec nanog pour cette liaison, un complexe, de telle sorte qu'en présence de BRN2, on a un nouveau complexe qui va synthétiser NeuroD1 et qui va permettre le destin cellulaire neurologique et qui va dissocier le complexe qui permettait l'autorégulation et donc d'induire l'état pluripotent. Donc en fait, la simple expression de BRN2 permet de passer d'un état pluripotent à un état neurologique. Donc ce système est donc très simple, on a une décision binaire, et on peut voir dans ce système expérimental comment, si l'on regarde la concentration de nanog et de BRN2, on peut voir effectivement une expression alternative où à faible concentration de BRN2, on va avoir exclusivement nanog, comme on peut le voir ici. Si on augmente la concentration de BRN2, il existe un moment où il y a un peu des deux, comme on peut le voir ici dans cette transecte de la distribution de nanog. Et enfin, lorsque la concentration de BRN2 est plus grande, eh bien, il n'y a que cette expression de nanog. Donc, on peut voir donc ici donc une évolution du système en deux états, et ça, c'est induit par un système optogénétique, donc contrôlé par les lumières d'une façon précise, dans lequel on va induire la dimérisation d'un facteur de transcription GAL4 de levure par la lumière qui va donc activer BRN2. On peut donc, par la lumière, contrôler le degré d'expression de BRN2 et voir l'évolution de l'expression de nanog. Et donc induire un switch entre des cellules qui ont une morphologie plutôt neuronale et qui expriment BRN2 et des cellules plutôt rondes qui ont un état pluripotent et qui n'expriment pas BRN2. Alors, on peut analyser l'autorégulation de ce système en considérant la loi d'évolution, donc l'équation d'évolution de N pour nanog, qui va donc être une partie donc de synthèse avec une fonction de Hill, avec un coefficient 2. Ici, NOS est le complexe nanoct OCT4 SOX2, que je représentais ici, donc NOS pour simplifier, la constante de dissociation, donc ça c'est des choses tout à fait classiques, moins un terme de dégradation. Et la constante de dissociation dépend de BRN2 en raison de la compétition de BRN2 avec nanog. C'est pour ça qu'il y a une dépendance, K dépend de B, B pour BRN2. Alors en fait, on peut regarder plus en détail les différents types de complexes intermédiaires qui existent entre nanog libre, nanog complété simplement à OCT4 ou SOX2 ou simplement SOX2 avec les équations réversibles, les constantes de dissociation, etc., etc. Le point important, c'est que quand on est dans les conditions où SOX2 et nanog sont excédentaires par rapport à nanog, pardon, SOX2 et OCT4 sont excédentaires par rapport à nanog, à ce moment-là, ce terme-là est une constante qu'on va appeler C,
D'accord? Et donc la concentration de NOS, on va l'appeler concentration de N multiplié par C, ce terme qu'on va dire constant en raison de cette condition d'excès de SOCT2 et OCT4. Et donc on peut réécrire l'équation d'évolution dN sur dt en ces termes-là, où on a maintenant la constante de dissociation K bar, qui est K divisé par C, ce terme. Et dans cette situation-là, maintenant on pourrait dire, que fait-on? C'est là que l'approche géométrique est intéressante. On va dire que, au lieu d'utiliser l'évolution de ce système, comme on l'a fait avant, on va utiliser une approche géométrique. Et le principe est le suivant, on va dire que la dynamique de n va se dériver dérive d'un potentiel, U, qui dépend de B de n, et c'est donc ce type de formulation mathématique qui permet de caractériser l'évolution. On va dire que la vitesse d'évolution de n est proportionnelle à une force qui dérive d'un potentiel U. Alors U, en fait, c'est une fonction très générique qui dépend de l'activité de gène. B de n, ce n'est pas l'énergie du système, c'est quelque chose d'équivalent, mais c'est un potentiel qui saisit en fait l'activité des gènes. Et à partir de ce moment-là, on peut réécrire donc l'équation d'évolution en ces termes-là, et en l'intégrant, arriver dans ce cas très simple à une définition de la fonction potentielle U, qui va être composante arc-tangente moins Rn plus un terme ici quadratique. Et à partir de là, on peut donc représenter numériquement très simplement ce paysage, et voilà ce que l'on trouve. Donc ici, on va représenter la fonction potentielle UBN comme cette surface en 3 dimensions en fonction des concentrations respectives de BRN2 et de NaNOG, qui sont les deux axes importants qui en fait font évoluer, transiter le système vers un état neuronal ou un système pluripotent. Et on voit en particulier que lorsque la concentration de BRN2 est très faible, donc 0, eh bien, il y a en fait deux solutions, deux états stationnaires. Un état stationnaire où NaNOG est exprimé à haut niveau, NaNOG on, et un autre état stationnaire où NaNOG n'est pas exprimé du tout. Mais alors qu'on augmente la concentration de BRN2, il y a une évolution du paysage qui, à ce moment-là, perd l'existence de ce deuxième point fixe, où à ce moment-là, on a simplement un seul point fixe qui est NaNOG à l'état 0. Donc on voit bien que dans cette représentation, on peut retrouver la condition de bistabilité du système par une approche tout à fait différente de celle que l'on a vue avant, où en fait on définit une fonction potentielle et on peut la calculer et on peut retrouver les états stationnaires dans ce cas-là. Donc voilà quelque chose qui remplit l'objectif, c'est-à-dire de pouvoir rendre compte de l'existence ou non d'états stationnaires et de voir comment ils dépendent en particulier de variables que les données expérimentales ont déterminées comme étant importantes pour assurer en fait cette transition, cette bistabilité dans les processus de décision cellulaire. Donc voilà qui est introduit dans un exemple qui peut tout à fait se traiter de façon analytique par ailleurs, la présentation de cette approche géométrique. Maintenant, j'aimerais l'illustrer dans un cas, et donc pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à lire quand même cet article, dont la référence est ici, Sokolic, etc., qui présente de façon très détaillée ce que j'ai simplement rapidement montré ici. Alors, maintenant, abordons maintenant une présentation de cette approche géométrique réalisée par Francis Corson avec Eric Sidja il y a quelques années. Et on va commencer par des cas assez simples où en fait on connaît énormément de choses sur la biologie. Et puis on verra après dans les cas où on connaît moins de choses. Alors il s'agit d'un cas extrêmement classique de biologie du développement dans lequel on va avoir la détermination de différents destins cellulaires, représentés ici par des codes de couleurs, dans une structure chez le nématode C. elegans. Alors cette structure, c'est la vulve qui est dans cet organisme hermaphrodite. On voit ici, donc dans cette partie-là, il y a 3 destins cellulaires différents, 1, 2 et 3, qui sont symétriquement situés par rapport à cette cellule centrale P6, représentée en rouge dans les diapositives suivantes. Les 2 cellules adjacentes P5 et P7, représentées en vert, et encore 2 cellules voisines, P4 et P8, représentées en bleu. On a donc 3 destins cellulaires organisés symétriquement, et on peut voir ici dans les images en microscopie leur distribution respective. Ici P6, P5, P7, il y a une réorganisation aussi de la morphologie de ces cellules, etc., jusqu'à la morphologie finale. Et il y a ici cette cellule AC, en fait, qui est à l'origine de signaux qui sont au cœur de cette décision
cellulaire, donc de 3 états possibles. Alors, le point important ici, c'est qu'on veut contourner la description en termes d'équations différentielles d'évolution de ce système qui serait très lourde en termes de caractérisation des voies de signalisation, de leurs propriétés génétiques, moléculaires, etc. On veut un modèle donc parcimonieux et qui distingue les phénomènes de compétence, de commitment et de détermination finale des cellules. Alors, dans un exemple où, en fait, de système bistable, on pourrait, donc, en une dimension, de façon très simple, se représenter donc, le paysage de Waddington, dirait-on, comme donc, une fonction potentielle de cette forme-là, dans laquelle on veut rendre compte de l'existence de 2 puits, d'accord, donc mathématiquement sous cette forme-là, la forme la plus simple pour le faire, et puis Cx, qui serait simplement une fonction qui va incliner en fait cette fonction potentielle. Si C égale 0, c'est totalement symétrique, mais alors que C devient de plus en plus grand, il y a une asymétrie, on va perdre l'un des 2 attracteurs pour n'en avoir plus qu'un, quelque chose d'équivalent à ce que j'avais montré tout à l'heure dans le cas de la bistabilité pour la décision cellulaire avec la compétition. Et en fait, le processus de signalisation C modélisé ici, en fait, on n'essaye pas d'en rendre compte. On dit qu'il existe, on va mathématiquement le modéliser comme un paramètre C qui va incliner simplement ce paysage. En 2 dimensions, voilà le type de paysage qui s'apparente plus à ce que Waddington avait dessiné de ce paysage. Alors, le point important, c'est que le paysage ici ne correspond pas à l'activité des gènes. Ce sont des coordonnées plus abstraites de représentation de ce potentiel. J'y reviendrai. Et donc le point très important, c'est que le paysage n'est pas une donnée statique dans laquelle la cellule bouge. Souvent, les gens croient que le paysage de Waddington, en fait, c'est un paysage qui est génétiquement encodé, il ne bouge plus, puis la cellule, elle bouge, magiquement poussée par des activités de gènes. En fait, non, c'est le paysage qui bouge en raison d'activités génétiques, et c'est en raison de ces déformations du paysage que la cellule, en fait, va évoluer dans ce paysage changeant. Et en particulier, certains attracteurs vont disparaître, d'autres peuvent apparaître, et elle va donc transiter vers un état particulier. Alors aussi, on voit les écoulements en fait, des différentes trajectoires sont représentés par des flèches en noir dans cette représentation. Ici, on a les états attracteurs, en fait, ici les bassins d'attraction, l'état final des 2 cellules. Ici, par le plus, on représente le point sel, qui est le point en fait, d'instabilité entre ces 2 attracteurs. Et à mesure que les signalisations opèrent, on le verra plus en détail après, eh bien, il y a une modification du paysage qui permet en fait, la disparition d'un des 2 attracteurs, l'apparition et l'autre qui persiste, et la cellule qui va donc directement atteindre cet état final en 2 dimensions d'une façon analogue à ce qui est représenté ici. Alors, dans le cas de C. elegans, on a donc l'existence de ces 3 états cellulaires représentés par ces 3 couleurs. Et donc, on peut donc envisager des paysages qui, définis par une fonction potentielle qui permettent de prédire l'évolution des transitions entre ces différents états cellulaires et des transitions entre ces différents attracteurs dans ces paysages. Le premier, alors en fait tout ça c'était influencé par des données biologiques qui étaient à vrai dire qui se contradisaient en partie l'une et l'autre. Certains qui affirmaient ou qui avaient publié des articles disant que les transitions entre ces différents états rouge, vert, bleu correspondent ou reflètent l'activité d'un gradient de concentration de la voie EGF. Donc EGF est sécrété par cette cellule AC. Et donc, il y avait l'hypothèse, sans doute vraie d'ailleurs, qu'il y a un gradient de concentration qui se forme, on va dire de mini-gradients de morphogènes. EG a plus forte concentration au niveau de P6, plus faible pour P7 et encore plus faible pour P8. Et à ce moment-là, la transition entre les différents états bleu, vert, rouge, ou rouge, vert, bleu, correspondrait à une évolution selon un modèle de gradient. L'autre type de modèle, c'est qu'il existerait 2 décisions consécutives. Une première entre l'état cellulaire bleu, et puis un autre, il serait vert ou rouge, moyennant une deuxième décision cellulaire avec un autre point sel ici. Donc ici, on a 2 points sel, un premier qui assure cette distinction entre bleu et rouge ou vert, et le deuxième entre rouge et vert. Et le troisième type de modèle, qui dit en fait qu'il y a une transition équiprobable entre ces différents états dans un état initial, où la cellule est dans un état pluripotent, où en attendant les signaux, elle peut a priori transiter vers l'un ou l'autre. Voilà. Alors, un certain nombre de données expérimentales que je ne rappelle pas ont conduit les auteurs Corson et Ciggia à en fait
disqualifier ces deux types de modèles comme ceux étant capables de rendre compte de la phénoménologie expérimentale. Et donc, ils se tournent vers ce type de représentation de paysage, et on va voir comment on peut, dans ce contexte-là, représenter de façon intuitive l'action de la signalisation et pouvoir faire des prédictions. Et donc les auteurs font une construction mathématique qui permet de rendre compte de la dynamique en termes à la fois d'un écoulement dans un gradient et également d'effets de signaux ainsi que de l'effet du bruit. Donc on représente l'évolution de l'état cellulaire comme un vecteur R en deux dimensions en modélisant une équation différentielle stochastique qui a cette forme et que je vais détailler. Donc dr sur dt, c'est l'évolution en fait de l'état cellulaire des cellules. Voyons le premier terme. Donc l'écoulement, donc c'est f de r. L'écoulement proprement dit, alors il est caractérisé par une fonction polynomiale d'un champ vectoriel polynomial qui en fait assure la symétrie d'ordre 3 du système, hein, qui est ce que j'ai rappelé ici, hein, qui est le type de paysage retenu. Il y a, donc, si on veut construire la fonction polynomiale champ vectoriel la plus simple, qui a une symétrie d'ordre 3, qui est donc compatible avec l'existence de ces trois bassins d'attraction, eh bien on va l'écrire sous cette forme-là, par exemple, f de r, avec ici l'état quadratique. Donc x, y, ce sont les deux coordonnées abstraites, hein, x, y dans le plan. Ça ne correspond pas à des activités génétiques particulières. Et maintenant, on peut modéliser la signalisation comme une fonction d'inclinaison de l'ensemble du paysage. Cette fonction d'inclinaison, en fait, elle agit partout dans le paysage. Elle est donc uniforme. C'est un biais général à imposer sur le système, plus m. Et donc m représente donc l'effet, la contribution linéaire donc d'un vecteur m0 qui correspond à l'existence d'un état par défaut qui correspond à l'état représenté en rouge P6 dans la structure. Par défaut, P4 et P8 en bleu aux deux périphéries du système, hein, le destin un troisième état cellulaire. Et puis deux signaux, donc EGF et Notch, M1 et M2, qui ont une combinaison, une contribution linéaire et indépendante l'un de l'autre. Donc EGF, qui a le dosage de EGF est représenté par ce coefficient L1 sur le vecteur M1, qui correspond en fait traduit l'existence d'un gradient de concentration de EGF dans le système. Le dosage de Notch en fait est représenté par ce coefficient L2, où là on a un effet de seuil, c'est l'activation ou non, la présence ou non du ligand de ce récepteur Notch qui permet d'induire l'activation à la fois autocrine, c'est-à-dire locale, et paracrine, c'est-à-dire à distance, une distance cellulaire du récepteur Notch. Et le point important, c'est qu'on voit ici dans cette paramétrisation, Notch et EGF sont deux voies de signalisation indépendantes, alors que beaucoup d'éléments dans la littérature avaient déterminé ou proposé qu'il y avait des couplages complexes entre l'un et l'autre, mais ce n'est pas une hypothèse qui est formulée dans cette représentation. Alors pour que la dynamique soit confinée, hein, qu'elle ne parte pas, eh bien en fait il y a mathématiquement donc, cette fonction non linéaire sigmoïde sigma 1 ici, hein, qui est une fonction de tangente hyperbolique, et puis quelque chose qui va rappeler la dynamique moins r sur tau, qui donc, voilà, confine la dynamique, et puis un terme de bruit. Et donc à partir de là, donc avec une diffusion, un coefficient de diffusion dans l'espace de phase. Alors à partir de là, que fait-on? Donc on a cette équation d'évolution du système, on a ces deux signalisations EGF en rouge et Notch en vert qui sont responsables des destins cellulaires P6 en rouge et Notch secondaire P5 et P7 et la voie par défaut en bleu ici. Et donc à partir de là, donc, on peut définir déjà alors l'état de la cellule à l'état pluripotent au tout début, elle est représentée par ce point représenté ici en gris. Les différentes codes de couleurs représentent, alors elles ne sont pas représentées ici, mais vous allez voir dans la diapositive suivante, il y a des flèches qu'on va pouvoir ajouter qui sont en fait les inclinaisons de ce paysage qui dépendent de la force de la signalisation, donc des coefficients L1 et L2 de Notch et de EGF respectivement. Et en dessous de cette ligne pointillée, en fait, il n'y a pas d'expression du ligand de Notch, ce qui fait que le signal Notch n'est pas fonctionnel.
Alors, un point important, c'est que d'un point de vue génétique, une chose qui est connue et qui s'appelle la pénétrance est assez important. La pénétrance, c'est en fait la fraction d'embryons, par exemple, qui vont avoir un phénotype donné dans des conditions génétiques données. Donc, si on a une mutation qu'on va appeler M, M sur plus ou M sur M dans les conditions homozygotes, une pénétrance totale, c'est quand 100% des embryons vont avoir un défaut. Un défaut, par exemple, d'identité cellulaire. Par exemple, ces cellules bleues ne vont plus être dans le destin bleu, mais vont être dans le destin vert. On verra un exemple tout à l'heure. Donc ça, c'est 100% de pénétrance. Mais souvent, en fait, les généticiens ont observé que dans les conditions de mutation données, on n'est pas dans les conditions de pénétrance totale. On a, par exemple, 30% de cellules qui vont avoir un destin normal et 70% qui vont avoir un défaut. Et ça, en fait, l'existence de cette pénétrance, elle est aussi induite par ce qu'on appelle un fond génétique sensibilisé. On peut être hétérozygote pour une mutation qui n'a pas de défaut en tant que tel, 100% des embryons sont normaux, mais dès lors qu'on enlève une copie d'un autre gène dans ce fond génétique, à ce moment-là, on va avoir tout d'un coup 60% d'embryons qui vont avoir un défaut. Donc le fait d'être double hétérozygote pour deux mutations, par exemple dans une voie de signalisation où deux composants sont en aval l'un de l'autre, à ce moment-là, on a des effets non linéaires, et cet effet de pénétrance, on va voir qu'on peut l'interpréter de façon très précise avec ce paysage de Waddington. Et je pense que c'est important parce qu'on peut même faire des prédictions sur la base de ce paysage sur les états de pénétrance. Alors, de façon plus concrète, on peut voir maintenant comment, dans ce contexte-là, en utilisant cette fonction potentielle, on peut donc modéliser l'évolution progressive du système. À l'instant T0, donc à l'initialisation du système, on voit en fait on est dans une configuration où EGF est à concentration maximale, donc la signalisation EGF est très forte. Cette flèche en rouge représente l'inclinaison du paysage qui fait disparaître deux attracteurs ici et qui ne fait apparaître qu'un seul attracteur, l'attracteur rouge qui correspond à l'état P6 représenté en rouge. Donc la cellule, elle va descendre ce potentiel pour arriver progressivement vers cet état-là. Elle va en particulier s'approcher de cette ligne de pointillé. Au-dessus, elle n'active pas le ligand Notch, donc il n'y a pas d'activation du signal en vert. Et dès lors que l'on arrive à l'étang caractérisé 0.5, donc à la mi-compétence du système, la cellule approche, ici, de cette ligne pointillée, donc la cellule elle est représentée par ce point gris, à partir duquel elle va commencer à synthétiser le ligand pour Notch qui va induire une signalisation autocrine et paracrine. Donc autocrine pour P6 et paracrine pour induire le destin de la cellule P7. Cette signalisation Notch qui se met en place incline maintenant le paysage dans une direction opposée, qui est la direction représentée par cette flèche en vert, et dans laquelle on voit maintenant, pour la cellule P7, la disparition des deux attracteurs ici en vert et rouge, et laissant le seul attracteur correspond au destin P5, P7, vers lesquels la cellule va progressivement transiter. À l'état de compétence finale, il n'y a plus de signalisation, les cellules sont repassées au-dessus de ce pointillé, donc il n'y a plus d'activation de la voie Notch, et donc la cellule, on est ici, va se retrouver, chaque cellule va se retrouver dans son attracteur spécifique et donc va progressivement atteindre l'état final. On peut maintenant représenter de façon plus compacte l'évolution de ce système en représentant dans le paysage initial les trajectoires des différents types cellulaires avec les différents points. On ne voit pas très bien en bleu l'existence du bruit qui fait que les trajectoires vont arriver dans une zone particulière en suivant donc une évolution progressive. Donc là, on peut vraiment voir la loi d'évolution de ce paysage, dans ce paysage. Là, c'était l'article en 2012. En 2017, les auteurs ont pu revenir sur ce modèle en utilisant des données expérimentales qui avaient été publiées dans la littérature dans un certain intervalle de temps. Et en particulier, ils ont pu construire un portrait de phase dans lequel on peut voir les activités maintenant beaucoup plus intuitives de EGF et de Notch. En fait, dans le paysage que je représentais avant, j'ai bien insisté, ce sont des axes très abstraits qui ne correspondent pas à l'activité des gènes Notch et EGF. C'était donc Notch et EGF avaient des rôles sur l'inclinaison et donc la déformation du paysage. Ici, maintenant, on voit les activités de Notch et EGF et on voit ici un partitionnement en fait, de cet espace en zones où il y a des catégories phénotypiques discrètes particulières. Par exemple, au centre, on a la configuration sauvage dans laquelle on a tous les états cellulaires rouge, vert et bleu.
on voit bien que donc on a des zones très larges, ce qui veut dire qu'il existe en échelle logarithmique des concentrations très variables et de EGF et de Notch qui sont compatibles avec l'existence de cet état-là. Donc là, ça illustre bien cet aspect de robustesse, c'est-à-dire que le système n'est pas fine-tuné sur des valeurs très spécifiques de signalisation. Il existe de grandes variations d'états génétiques qui génèrent ces concentrations variables de EGF et de Notch et qui génèrent l'état sauvage. Néanmoins, en allant plus loin dans les perturbations de EGF et de Notch, on voit que le système peut transiter vers des états tout à fait différents. Par exemple, où toutes les cellules adoptent la voie par défaut bleue, donc P4, P8, dans cette partie-là où il y a très peu d'EGF, très à distance, etc. Le point important, c'est qu'il existe aussi ces zones assez floues, mais néanmoins discernables, de transition entre un phénotype et un autre. Et en fait, ces zones floues correspondent précisément aux zones de pénétrance partielle d'un phénotype dans lesquelles, donc comme je l'ai dit, il n'y a pas 100% d'un phénotype particulier, mais il y a une grande variabilité phénotypique. Et l'existence de ces variabilités phénotypiques est précisément ce qui permet aux auteurs d'identifier les points sel. Parce que c'est à proximité d'un point sel, en fait, que si la cellule est dans cette configuration-là, étant donné le bruit dans le système, elle va inévitablement en fait, adopter une configuration ou l'autre. Et troisièmement, le fait qu'il existe des points triples qui correspondent, où ces différentes frontières entre différents états se rencontrent. On en voit ici deux exemples, T1, T2. Donc voyons ici par exemple l'effet de la pénétrance variable de certains fonds génétiques que l'on voit très bien ici illustré dans le cas de B, donc ce point qui est à la transition entre ce phénotype sauvage et ce phénotype où on voit disparaître la voie par défaut P4, P8, donc on a simplement rouge et deux paires de cellules vertes. Et donc, dans ce fond génétique qui en fait force une expression anormale de Notch par rapport aux conditions normales, dans ces conditions-là, en fait, il y a une inclinaison spécifique du paysage anormal qui fait que des cellules qui normalement seraient dans la configuration P4, P8 se retrouvent maintenant non pas confinées à un endroit très particulier comme on le voyait ici, mais au contraire, former tout un nuage de points qui se situe de part et d'autre du point sel et qui occupe à la fois le bassin d'attracteur en vert et en bleu correspondant à ces différents états cellulaires. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui a été fait faire jouer avec des points, c'est quelque chose qui dérive de la description mathématique que j'ai présentée avant et simplement en forçant la signalisation Notch, donc le coefficient L2, dans la fonction, et donc qui permet de rendre compte d'une observation. Et puis d'autres exemples d'autres perturbations génétiques dans lesquelles les gens ont observé qu'il y avait effectivement maintenant non pas un, mais même trois états cellulaires distribués de façon assez variable dans le phénotype et qui correspond en fait au fait que le système a évolué à proximité d'un point triple où en fait effectivement, moyennant le bruit, le système peut se retrouver dans n'importe quel des trois bassins d'attraction. Et ici une autre perturbation donc pour ces points T1 et T2. Donc pour conclure de cette présentation, on a donc une présentation très parcimonieuse parce qu'en fait on a modélisé aussi la signalisation d'une façon simple. On n'a pas eu besoin de recourir à des équations différentielles d'évolution qui auraient été nombreuses et complexes sans connaître même forcément les paramètres et qui permettent de faire des prédictions. Et ces prédictions, je pense que c'est quand même la valeur d'un modèle, c'est de pouvoir faire des prédictions, c'est notamment l'existence d'expériences d'épistasie, c'est-à-dire non pas de rendre compte de résultats expérimentaux déjà connus, qui permettent notamment de mieux façonner le modèle, mais aussi de prédire des expériences, le résultat d'expériences qui n'ont pas été faites. Et c'est ce qui a été fait dans cet article. Et donc le point important, c'est cette épistasie. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas le vocabulaire de la génétique, l'épistasie, c'est l'effet non additif d'interaction entre des allèles différents. Par exemple, de façon rigoureuse, le phénotype est produit par, c'est le phénotype produit par une mutation qui dépend en fait d'un fond génétique, typiquement l'existence d'une autre mutation dans un gène Y. On a des exemples très particuliers où on peut avoir une mutation dans un gène X et une mutation dans un gène Y qui indépendamment ne donnent aucun phénotype, et quand on les combine, qui peuvent donner même une létalité embryonnaire, ce qu'on appelle de la létalité synthétique, qui a été beaucoup utilisée notamment chez la levure. Donc ça, c'est des choses très connues de la génétique, et il se trouve que ça se manifeste en termes d'évolution de l'état de ces cellules, et c'est très difficile de rendre compte en fait de cette pénétrance variable dans un système génétique. C'est à la fois quelque chose de très connu, mais c'est quelque chose qui émerge d'une façon qui n'a jamais pu être expliquée d'une façon précise par les biologistes. Et là, en fait, on en voit une explication
double explication, non exclusive l'une de l'autre, que j'énonce et qui est présentée dans cet article en 2012. On peut voir à la fois l'épistasie comme le résultat du fait qu'on a un champ vectoriel continu qui est associé en fait, à des états discrets, bleu, rouge, vert dans notre représentation ici. Donc ici, on n'a pas de couplage subtil modélisé entre la voie Notch et la voie EGF, contrairement à ce que les biologistes avaient proposé en proposant des interactions peut-être moléculaires entre ces différentes voies. Non, ici, ce n'est pas nécessaire, le modèle est plus parcimonieux, puisqu'ici, Notch et EGF sont présentés comme une combinaison linéaire et indépendante donc, de ces deux paramètres. Et on le voit simplement comme l'effet additif de ces deux forçages en fait, de déformation, d'inclinaison du paysage qui donne donc cette évolution vers cet état-là. C'est-à-dire que dans chacune des mutations, on va dire on va incliner un peu, mais on va quand même rester dans le paysage, l'état ici bleu, mais si on additionne les deux mutations, eh bien, on peut transiter par cette frontière et à ce moment-là aller vers un état qui n'existait pas avant, qui n'était pas révélé du tout. Donc c'est un très bon exemple d'épistasie. Notre façon d'expliquer l'épistasie, c'est de dire qu'on est dans des conditions génétiques où en fait on est au voisinage d'un point cell, et à ce moment-là, moyennant les fluctuations inévitables du système, eh bien, il va évoluer tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et donc on va avoir une réponse variable. Ça, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, en présentant ce nuage de points que l'on pouvait voir. Et voilà. Donc, dans cet article, ils peuvent prédire des effets d'épistasie qui n'avaient pas été forcément faits, qui est une bonne façon de tester la pertinence de ce modèle. Alors, il se trouve que cette représentation qui a été faite ici par Sidja et Corson, en 1991, j'en avais parlé l'an dernier, Perret et Alberch avait d'une façon assez formelle, en fait, déjà formalisé l'idée d'un espace de phase pour représenter les décisions cellulaires. Alors ici, dans une perspective même évolutive, où en fait, on peut voir l'évolution entre une configuration génotypique particulière donnant un phénotype particulier vers une autre, et ces différents états A, B, C, D, E, F, on peut les utiliser dans le développement comme on l'a vu, mais également dans une perspective évolutive, en disant en fait, que l'évolution dans un temps plus long, d'évolution de génotype, en fait, dérive d'un potentiel et correspond. Et voilà. Alors en fait, le point important, c'est qu'il existe des frontières dont la longueur détermine le nombre de points de transition d'un état vers un autre. Et puis, dans une espèce particulière, on peut être plus ou moins proche de cette frontière. Et donc, moyennant parfois une mutation, on peut transiter d'une morphologie à une autre, ou dans d'autres cas, au contraire, en raison de la robustesse, le système doit parcourir en fait, ce paysage génotypique avant d'arriver à une frontière. Voilà. Et puis, le nombre d'états différents auxquels le système peut accéder moyennant des mutations peut être ici, en gros, principalement D ou un peu B, ou ici, les trois. Donc en fait, on est dans un système, une représentation qui avait été déjà préfigurée par Perret et Alberch et que je voulais simplement rappeler, notamment qui offre un cadre pour penser notamment la question de robustesse et d'évolvabilité. Alors ici, dans une perspective d'évolution, mais également dans une perspective développementale, les deux étant, à certains égards, bien sûr, couplés. Alors maintenant, j'aimerais aborder un cas plus compliqué, mais important pour arriver dans les cas d'évolution, enfin de comprendre, d'utiliser ce modèle géométrique pour expliquer l'évolution d'états cellulaires dans des systèmes notamment de mammifères, où on connaît quand même pas mal de biologie, mais certes un peu moins. Alors ici, il s'agit d'un travail qui a été réalisé expérimental dans le laboratoire de James Briscoe et ses collègues, en collaboration avec Eric Sidja et David Rand. Le système embryonnaire est un système très précoce dans lequel des cellules de l'épiblaste, qui sont des cellules qui sont, on va dire, épidermales, représentées en bleu, peuvent donner naissance à soit des cellules neurales antérieures, donc le système neural, le système de l'épiderme, en fait, c'est des cellules qui ont émergé d'un précurseur commun, le précurseur de l'ectoderme, et donc il y a des transitions directes entre l'un et l'autre. Ou alors un épiblaste, alors plutôt correspond caudal épiblaste, c'est donc l'épiblaste postérieur de l'embryon, la partie caudale, en arrière, la queue de l'organisme. Et après une deuxième décision cellulaire qui va donner à partir du caudal épiblaste soit le tissu neural postérieur, soit le mésoderme. Donc vous voyez, déjà de façon assez intéressante, on pourrait se dire, oui, un type de cellule va donner naissance à un précurseur neuronal qui va donner antérieur ou postérieur. Non, en fait, les chemins sont directs dans un cas et indirects dans l'autre. Bref, donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 états cellulaires.
et des transitions qui ont été déterminées par la biologie, notamment le rôle de voies de signalisation. Ça ne va pas être EGF et Notch, ça va être WINT et FGF, d'accord ? Et je vais vous montrer comment ici, à partir de les données expérimentales, on peut construire un paysage de Waddington et on peut faire un certain nombre de... on peut se représenter d'une façon parcimonieuse l'évolution de ce système, et tout en faisant, donc, vous allez voir. Alors, on utilise ici un système expérimental qui permet d'avoir une richesse de données, expérimentale in vitro, qui permet d'avoir une richesse de données qui permet d'entraîner le modèle de paysage. Donc, il s'agit d'avoir des cellules souches que l'on va confronter à un certain nombre de signaux, et on va caractériser l'état de ces cellules par cytométrie de flux qui, en fait, enregistre l'expression conjuguée, ici, de 6 protéines que l'on peut visualiser par des anticorps. Les données expérimentales antérieures avaient déjà identifié ces 6 protéines comme très importantes pour caractériser les différents états cellulaires, les 5 états cellulaires que je vous ai présentés juste avant. Donc, ici, on a au cours du temps un protocole. Alors, juste pour simplifier, parce que l'article n'a pas fait un grand effort pour présenter de façon intuitive les signaux, quand vous voyez SHIR ici, ça veut dire voie WINT. Okay, c'est une molécule chimique qui va activer la voie WINT. Donc, entendons WINT, d'accord ? Et FGF, c'est FGF. Donc, on a 2 voies de signalisation, WINT et FGF. Même si dans l'article, partout, je n'ai pas pu tout changer, c'est représenté par no SHIR ou SHIR. Voilà, je trouve vraiment... les biologistes ne nous aident pas toujours beaucoup. Et l'autre chose, ce sont les 3 états cellulaires ici, mais il y en a d'autres, on va voir, qui sont caractérisés par la combinaison de facteurs de transcription. Et donc ici, on peut voir que dans différents protocoles, alors on peut avoir pas du tout de WINT, pas du tout de FGF, donc ça c'est l'état par défaut. Un protocole où, alors il y a toujours un état de culture au début pendant 2 jours, puis après on modifie les choses. Soit on prolonge, on commence à induire la voie... donc en fait en rouge c'est la voie FGF, d'accord ? Et en violet c'est la voie WINT, d'accord ? Qui est utilisée pendant 24 heures ou plus longtemps à des temps variables. Et on peut voir ici donc les différents résultats d'expression de différents facteurs de transcription. Ici il y en a 6, peu importe leur nom, ils ont tous des couleurs vertes ou roses, OCT2, SOX2, etc. Le point, c'est qu'à différents stades, dans différents protocoles, on va plutôt avoir une population définie par exemple ici, à la fois SOX2 et OTX2, qui va correspondre donc à l'épiblaste initial. Ou alors l'épiblaste antérieur, qui est exprimé simplement par OTX2, etc. Donc je ne rentre pas dans les détails de toutes ces combinaisons de facteurs. Ce que je vais vous expliquer, c'est la logique à la fois expérimentale et analytique pour caractériser ce système. Donc le point important, c'est que fort de ce protocole expérimental où on va pouvoir induire différents signaux, caractériser l'état cellulaire dans cet espace à 6 dimensions qui est l'état d'expression de ces 6 facteurs de transcription, on peut définir de façon rigoureuse, par cytométrie de flux dans ces conditions expérimentales, des clusters d'expression qui correspondent à ces états cellulaires, dont on va dire qu'ils correspondent en fait à des attracteurs dans un paysage dynamique. Donc ici, on a représenté en 3 dimensions SOX1, CDX2, TBX6, donc 3 facteurs de transcription. On a des distributions d'un grand nombre de cellules dans différents types de protocoles. Un autre facteur SOX2 représenté par un code de couleur. Et en utilisant des distributions gaussiennes multivariées, on peut définir donc des clusters qui sont utilisés après comme moyen de définir au cours du temps l'évolution du système dans les différents types de protocoles. Donc ici, on a ces différents clusters représentés par ces courbes de niveau. Donc, dans des conditions n à un jour quelconque, on a une distribution, et en utilisant cette définition de ces clusters, on peut dire combien de cellules se retrouvent dans tel ou tel cluster, et donc définir de façon discrète où en est le système à un instant t dans telle ou telle condition. Et voilà, donc une cellule est assignée à un cluster lorsque son expression dépasse un seuil que l'on va se donner, et si elle n'est pas associée à un cluster, on va dire qu'elle est dans un état de transition, un état de transition en particulier qui a été défini.
Voilà. Et donc, une fois les clusters définis, les cellules sont assignées à des clusters particuliers. Et par exemple, donc ces différents types de destins cellulaires, hein, épiblastes en particulier, tissu neural antérieur, tissu neural postérieur, épiblaste postérieur et puis tissu mésoderme, ici en bleu, correspondent en fait à des combinaisons de ces différents facteurs de transcription, hein, peu importe le nom. L'idée, c'est que ces facteurs ont bien été identifiés pour pouvoir distinguer une cellule par rapport à une autre, par la combinaison de ces différents facteurs. Voilà. Donc 6 dimensions suffisent à définir un ensemble les différents types de clusters cellulaires. Alors à partir de là, et en enrichissant maintenant le protocole expérimental, donc dans lequel on fait varier la durée de signalisation WINT en violet, la durée de signalisation FGF, et puis, alors je ne vais pas parler de ça, c'est une complication mais qui est intéressante dans l'article, mais peu importe aujourd'hui, un inhibiteur de la voie FGF qui permet de bloquer un effet de mémoire. Bon, on va simplement se focaliser sur rouge et violet, donc WINT et FGF. On a des conditions variables, donc 11 conditions différentes. Il y a des conditions signalées en noir, en gras, qui correspondent aux conditions qui vont permettre d'entraîner le modèle. Et puis en italique, c'est des conditions qui vont permettre de le tester. C'est-à-dire, étant donné qu'il est entraîné dans les conditions en gras, peut-on tester en fait, les prédictions du modèle par rapport aux données expérimentales. Donc ce n'est pas simplement fitter les données, c'est simplement faire des prédictions pour le tester. Et donc on essaie de rendre compte donc, de ces deux types de décisions. Une première, soit on est celui-là, soit celui-là, et puis après une deuxième décision cellulaire. Et on va voir qu'on va utiliser le paysage de Waddington pour caractériser ces deux décisions cellulaires différentes. Et commençons d'abord par caractériser les propriétés phénoménologiques de ces deux décisions, parce qu'elles sont différentes. Donc il y a deux types de décisions cellulaires, et donc qui vont conduire à deux types de paysages différents. La première, c'est que l'épiblaste, donc en bleu, donne naissance au tissu neural antérieur lorsque l'on n'a pas de WINT et que l'on enlève EGF, donc en l'absence des deux, on va dire par défaut. Si par contre la voie WINT est présente au jour 2, alors les cellules deviennent caudal épiblaste. Et en fait, c'est une décision binaire, où toutes les cellules convergent vers antérieur neural, ou toutes les cellules deviennent caudal épiblaste, mais ça ne va pas être une proportion variable de l'un ou l'autre. Donc ça, c'est une première observation expérimentale, en fonction ou non de la présence de WINT et de FGF. La deuxième décision, en fait, a une phénoménologie différente, parce que les cellules vont donner naissance à une proportion variable de cellules du mésoderme ou de cellules neurales postérieures en fonction de la durée de FGF en particulier. Donc il y a quelque chose qui est ratiométrique, mais pas quelque chose de binaire. Et donc ces deux types de décisions invitent à une caractérisation en termes de paysage différente. Et là, pour cette analyse de paysage, je vais rappeler un tout petit peu, donc, dans le langage de la théorie des catastrophes de René Thom, comment sont classifiés ces différents types de paysages et comment on peut représenter différents types de dynamiques. Alors, petit retour en arrière sur René Thom. Donc ici, je cite une phrase importante qui saisit l'essentiel de la théorie des catastrophes. L'essence de la théorie des catastrophes, c'est de ramener les discontinuités apparentes à la manifestation d'une évolution lente sous-jacente. Donc une évolution continue donne naissance à une discontinuité. C'est vraiment le sujet dont on parle aujourd'hui lorsque l'on parle de décision cellulaire. Dans cet article, que je trouve magnifique parce qu'il parle de la morphogénèse dans la première ligne de l'article comme le problème principal de la biologie, pour quelqu'un qui s'intéresse à la morphologie, à la morphogénèse comme moi, de voir un mathématicien en 1969 publier ça, à certains égards, ça fait plaisir. Alors, lisons ce qu'il dit. The problem of morphogenesis, broadly understood as the origin and evolution of biological structures, is one of the outstanding questions in present-day biology. Un statement assez fort. But in most cases, when one tries to get beyond the first causative factor, the experimentalist gets lost in the seemingly infinite multiplicity of possible causes. Plein de gènes, trop de protéines. And the bewildering variety of intermingled reactions with which have to be considered. On l'a vu. Most people in this situation satisfy themselves by vague appeals to differential equation of genes, decoding of genic DNA, and so on.
C'est pour ça qu'il n'est pas trop aimé des biologistes classiquement, Néanmoins, il a une approche qui nous intéresse et comme elle est assez en vogue aujourd'hui, je suis obligé de la présenter et je trouve ça important. It should be noted in that respect that any morphological process involves by definition some discontinuity of the phenomenological properties of the medium. The problem is to explain the stability and the reproduction of the global spatial temporal structure in terms of the organization of the structure itself. In all these situations, a new mathematical theory, nearer to the qualitative thinking of the topologists than the quantitative estimates of classical analysis, seems particularly relevant. Donc une approche plus formelle, on va dire plus qualitative, néanmoins elle se prête aussi à des choses quantitatives que quelque chose de rigoureusement très précis dans tous les aspects quantitatifs. Alors, on retrouve ici exactement ce que j'ai présenté dans les différents exemples que j'ai montrés, c'est qu'on dit que l'évolution dx sur dt, en fait, vient d'une fonction, d'un champ vectoriel qui dérive d'un potentiel, grand V. Et cette fonction potentielle, V de xy, est paramétrée par A, B, C, D. Et c'est ce point intéressant, c'est cette paramétrisation. Alors ça peut être 1, A, ou alors 4. Il va jusqu'à 4. Et xy correspondent aux coordonnées en 2 dimensions de l'évolution du système, qui sont abstraites. Et ce qui est important, c'est de déterminer le nombre de points fixes de ce système à mesure que les paramètres de contrôle ABCD de cette fonction potentielle varient. D'accord ? Ce qu'on appelle une bifurcation, de façon rigoureuse, c'est l'apparition ou la disparition d'un point critique, d'un point fixe, quand on varie les paramètres de contrôle. Par exemple, la disparition d'un attracteur lorsque l'on modifie un paramètre de contrôle parce qu'il va fusionner avec un point C. C'est ce qui se passait par exemple lorsque je montrais tout à l'heure que, on va le voir plus en détail, quand on induit un tilt dans le paysage, eh bien à ce moment-là, on voit 2 attracteurs qui disparaissent. On va voir de façon plus fine ce qui se passe. Et donc René Thom classifie 7 catastrophes différentes qui sont définies par le potentiel V quand il y a jusqu'à 4 paramètres de contrôle, A, B, C, D, et 2 variables x, y. Alors, elles ont des noms plus ou moins jolis. La catastrophe amplie, dont on va reparler, la catastrophe en fronce, la fonction potentielle ici est une fonction x cube ou x puissance 4, etc. Voilà, queue d'aron, le papillon, c'est assez poétique. Ombilique hyperbolique ou ombilique elliptique. En fait, c'est quand même un formalisme extrêmement utile et qui est utilisé par donc, les auteurs dont je parle pour caractériser l'évolution et qu'on va utiliser directement pour caractériser ces décisions entre épiblastes et les différents destins cellulaires. Alors pour la catastrophe amplie en particulier, donc la fonction v de x est définie par un paramètre a, et on voit ici la représentation de dv sur dx égale 0, et qui permet d'une façon, dans le plan xa, on voit qu'en variant a, on voit apparaître, quand a est négatif, ici, il y a donc un point stable et un point instable. Quand a égale 0, ces 2 points en fait, fusionnent et disparaissent. Et quand a est positif, à ce moment-là, il n'y a plus de point de stabilité. Donc a est un paramètre de contrôle de système qui fait apparaître tout d'un coup donc un système de bistabilité. La catastrophe en fronce, avec une bifurcation associée. Ici, on a 2 paramètres de contrôle A et B. D'accord ? Et donc, en fonction des paramètres A et B, donc représentés ici dans le plan AB et X en hauteur, on voit des conditions où quand A est positif, quelle que soit la valeur de B qui varie ici, on n'a toujours qu'un seul point fixe. Donc ici, on a représenté dv sur dx égale 0. Lorsque A commence à être négatif, à ce moment-là, on commence à voir apparaître 2 points stables. Et une autre propriété dans ces conditions-là, c'est que lorsque l'on varie B, on voit apparaître une hystérésis dans le système, c'est-à-dire que quand on commence à augmenter B, le système va passer vers l'état, vers le haut, mais en baissant B, à ce moment-là, le système évolue d'une façon asymétrique. Donc, on a ici, dans ce cas-là, suivant les paramètres A et B, 2 points stables ou un point stable. Alors, présentation maintenant, ce qui va être utile après, de ces paysages, un peu de terminologie, c'est qu'on peut représenter ici donc, les 3 attracteurs A, B et C. On va aller voir leur correspondance tout à l'heure avec les destins cellulaires qui nous intéressent, A, B et C. On a les courbes de niveau de la fonction potentielle représentée ici en gris. Le champ de vecteur qui dérive de ce potentiel représenté par les flèches. Je parlais donc des points attracteurs. On a aussi les points sel représentés par ces croix.
Et après, les variétés stables et instables, représentées en rouge pour les variétés stables et les variétés instables, qui correspondent en fait au chemin qui relie les attracteurs et les poinçelles dans ce système. Donc, de façon parcimonieuse, je représenterai dans les diapositives suivantes simplement quelques courbes de niveau, les variétés ainsi que les attracteurs et les poinçelles. On enlève tout le champ de vecteurs en gradient. Alors, d'un point de vue expérimental, ce que l'on voit tout d'abord, c'est une circonstance, donc c'est pour la transition entre l'épiblaste et le tissu antérieur neural et l'épiblaste postérieur. C'est un exemple de choix binaire, où en fait les cellules vont intégralement aller vers un côté ou à l'autre. Dans l'absence de voie Wnt et en enlevant la voie IGF, on voit que les cellules de l'attracteur de l'épiblaste, épi, en fait ces cellules vont donc complètement converger vers l'attracteur antérieur neural. La deuxième bifurcation, c'est qu'en présence de la voie Wnt, au jour 2, la cellule va transiter intégralement vers l'épiblaste postérieur. Donc c'est une décision tout ou rien vers ces deux attracteurs. Et en fait, la façon de représenter cette phénoménologie d'un point de vue de paysage défini par une fonction potentielle, c'est une catastrophe dans laquelle on a trois attracteurs, deux poinçelles, avec une symétrie, c'est-à-dire un attracteur qui est au milieu de ces deux autres, avec impossibilité de communiquer entre les deux attracteurs périphériques, antérieur neural et caudal épiblaste. Et donc la bifurcation qui va être invoquée pour caractériser ces évolutions, c'est une bifurcation en pli qui peut se représenter d'une façon très précise ici. C'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution des paramètres de cette fonction potentielle, on voit disparaître par exemple ici cet attracteur qui va fusionner avec le poincelle, donc première bifurcation, ce qui va donner l'apparition de cet état, les cellules vont évoluer vers l'attracteur AN, et dans le cas réciproque, où on a une autre bifurcation, où le système le point attracteur ici va fusionner avec le poincelle et va donner naissance au caudal épiblaste. Et on voit ici, le point important, c'est que ces deux attracteurs périphériques ne se connectent jamais directement, d'où l'idée d'une transition tout ou rien entre les deux. Alors, une autre façon de se représenter ces choses, ça c'est la représentation parcimonieuse avec ces quelques éléments que j'ai décrits tout à l'heure, c'est de le voir maintenant, en tout cas pour partie, cette partie à gauche, représentée en jaune. On peut le voir ici, la fonction potentielle en 3 dimensions, dans laquelle on voit bien que, alors que l'on fait varier un des paramètres de cette fonction potentielle, à ce moment-là, cet attracteur disparaît, première bifurcation, et donc le système va évoluer intégralement vers l'attracteur AN. Voilà, c'est simplement pour avoir une représentation visuelle plus simple de ce qui est représenté derrière ces courbes de niveau et ces représentations. Alors, le deuxième exemple de transition, de décision cellulaire, ne correspond pas à une bifurcation au sens classique du terme. Donc, on va voir qu'il n'y a pas de disparition d'un attracteur, mais c'est simplement les routes qui en fait permettent des transitions entre ces différents attracteurs qui sont modifiées. C'est ce qu'on appelle donc le binary flip, ou basculement binaire, et qui vient du fait que dans les données expérimentales, comme vous le voyez ici, à mesure que l'on augmente la durée de signalisation Wnt, ici, donc représentée par Scheer, donc ici de plus en plus long, on voit que les cellules évoluent soit intégralement vers le tissu mésodermique, donc cette décision, soit alors d'une façon proportionnée, on commence à avoir un peu plus de cellules bleues, et donc il y a une proportion variable de ces différents types cellulaires en fonction des conditions de signalisation, et non une transition binaire comme on l'avait vu précédemment. Donc, dans ce contexte-là, les auteurs proposent donc un paysage de nature différente, dans lequel on va dire que ce n'est pas en fait un attracteur qui disparaît, mais les variétés instables qui relient les attracteurs et les poincelles qui alternent de façon rapide en basculant. C'est-à-dire qu'à partir de cette configuration-là, où on voit ces variétés, là qui est parfaitement symétrique, dans un cas, on va basculer plutôt à gauche, c'est-à-dire que la seule voie d'évolution va aller vers le mésoderme, ou alors, dans l'autre type de basculement, vers l'autre attracteur. Donc c'est simplement les voies d'évolution qui évoluent, mais ce n'est pas qui changent, mais ce n'est pas l'existence ou non d'un attracteur. Donc ce qui fait qu'on ne parle pas véritablement de bifurcation dans ce cas-là, et donc la terminologie, c'est le flip hétéroclinique pour caractériser ce type de paysage et de décision.
Alors voyons maintenant comment on peut représenter concrètement la fonction potentielle et comment on peut faire à partir de là un certain nombre de prédictions par rapport aux données expérimentales. Alors le premier concerne le choix de décision binaire, tout ou rien, entre ces deux cellules à partir de l'état épiblaste. Donc pour rendre compte de cette propriété, on utilise une fonction potentielle qui a cette forme-là en deux dimensions avec x, y, qui correspondent à ce qu'on appelle saddle node ou une bifurcation point cell ou en pli, qui est paramétrée par deux paramètres seulement, P1 et P2. Donc on voit ici la partie de la fonction qui définit en fait le nombre d'attracteurs, tout simplement, et l'autre qui correspond à une paramétrisation qui va nous permettre de définir en fait l'influence des voies de signalisation, en l'occurrence WINT et FGF. Donc c'est ces points-là qui sont cette paramétrisation P1, P2 qui est importante. On voit ici, par exemple, dans cette représentation, ici d'un article de Madhavani, on voit comment, en modifiant légèrement ces paramètres, effectivement, le paysage s'incline et fait disparaître complètement un attracteur par rapport à l'autre. Alors ici, on présente P1, P2, donc ces deux paramètres de cette fonction, et l'on voit comment, à partir de cette configuration-là, effectivement, on va avoir ici donc ces lignes de bifurcation, où en fonction des valeurs de ces paramètres, on voit fusionner un attracteur avec un point cell et qui donne donc, cette nouvelle configuration, et donc les deux types de décisions cellulaires suivant les valeurs de ces paramètres. Pour l'autre type de fonction potentielle, pour l'autre type de décision cellulaire, donc qui correspond donc en fait à ce basculement hétéroclinique, à ce moment-là, on a une autre paramétrisation qui correspond, paramétrée par P3 et P4, qui modélise aussi l'influence de la signalisation et dont la valeur, effectivement, permet également d'incliner le paysage d'un côté ou de l'autre et donc de modifier la configuration. Et ici, donc, le diagramme de bifurcation montre comment, en fait, c'est ici la transition entre les deux configurations correspond précisément en fait, à la valeur de ces paramètres P4 et P3, en fait, dans ce régime particulier de valeurs où le système oscille entre ces deux configurations. Donc ici, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de voir qu'il y a une partie de la fonction qui définit les différents types d'états, leur nombre, et la deuxième qui paramétrise l'évolution de ce paysage par l'effet de la signalisation. Et c'est cet aspect-là qui nous intéresse parce qu'il permet de se relier en fait, aux données observables biologiques. Alors, après, les auteurs font quelque chose, c'est qu'ils veulent rendre compte de la connexion entre ces différents types d'états cellulaires, parce qu'il y a un état cellulaire commun, c'est l'état de l'épiblaste caudal en marron, qui est un des deux attracteurs de la première décision, et puis qui est le point de configuration initial pour la deuxième décision. Donc là, il y a quelque chose d'un peu artificiel mathématiquement, c'est que ce n'est pas forcément dans le même plan en fait, que ces deux situations se représentent, et elles sont représentées dans le même plan en les collant l'une à l'autre, par une fonction qui est représentée ici. Bon, là, c'est quelque chose qui est un peu un artifice pour permettre l'analyse et qui permet donc de conjuguer les deux dans ce paysage général où on voit apparaître les différentes évolutions, trajectoires possibles entre les différents types d'attracteurs. Alors ici, on voit apparaître deux autres. Donc on avait vu les paramètres P1, P2 qui définissent en fait les décisions pour la première décision. P3, P4 pour la deuxième décision, et là maintenant P5, P6 qui définissent en fait les vitesses, parce qu'ici on définit donc cette fonction, on avait parlé donc de cette fonction potentielle, hein, F1, F2, de laquelle on peut dériver donc le champ vectoriel, et P5, P6 correspondent donc à des vitesses en fait, d'évolution dans ce paysage. Donc on a 6 paramètres, et si on veut maintenant connecter au réel, connecter aux données biologiques, qui est donc la signalisation WINT S1 et la signalisation FGF S2. Et en fait, on va dire que ces paramètres P1, P2 jusqu'à P6 sont eux-mêmes dépendants de la signalisation, de telle sorte qu'on va avoir 6 fois, alors 3 conditions différentes, hein, aucun signal, un seul signal ou les deux. Donc 6 fois 3, 18 paramètres au total, plus 2 dont je ne parle pas parce que je n'ai pas donné les données expérimentales. Donc une vingtaine de paramètres au total. En définissant une équation différentielle stochastique qui en fait est cette fonction, donc on a donc cette fonction vectorielle plus une composante du bruit, 20 paramètres, on va utiliser la richesse des données expérimentales, où on va avoir des données d'entraînement sur 7 jeux de données différents, des conditions de signalisation différentes,
à 7 points de temps différents, donc beaucoup de cellules, beaucoup de conditions qui permettent d'entraîner le modèle et donc de trouver en fait les bonnes paramétrisations. Je vous montre simplement le résultat de cet entraînement du modèle qui, sur ce type de paysage, on voit ici à gauche les données expérimentales, à droite le résultat des simulations. Qualitativement, vous voyez qu'on arrive assez bien à prédire les données expérimentales. On arrive à trouver une paramétrisation du modèle qui rend compte en fait, des données expérimentales de façon assez remarquable. Et on voit ici, par exemple, dans un exemple particulier, comment, en fonction du protocole de signalisation, on voit, en fait, c'est les simulations qui sont faites dans ce paysage, l'évolution des cellules de la configuration initiale dans l'épiblaste, qui vont évoluer vers, avec l'augmentation de la voie Wnt et FGF, vers l'état de l'épiblaste caudal, puis qui vont évoluer progressivement vers l'attracteur correspondant au mésoderme, etc., jusqu'au postérieur, au tissu neural postérieur. Donc on voit ici l'évolution progressive de la dynamique des cellules en utilisant cette équation différentielle stochastique définie exactement comme je l'ai fait. Et donc à la fin, on peut se représenter l'effet de la signalisation sur l'évolution de ce paysage, suivant cette paramétrisation, et en voyant l'effet de la voie Wnt, l'effet de la voie FGF. Et par exemple, dans ces conditions initiales, on serait là, il y a principalement les cellules dans l'attracteur. Quand il n'y a ni FGF ni Wnt, les cellules transitent vers ça c'est le départ qualitatif d'un biologiste, ça c'est le modèle mathématique qui prédit en fait cette évolution, donc vous voyez quand même la différence entre les deux, mais qui a permis de faire des simulations confrontées aux données expérimentales. Et donc ici, la condition initiale, des cellules qui transitent vers le tissu antérieur neural, puis en présence de Wnt, on va avoir progressivement l'apparition des cellules dans l'état attracteur caudal épiblaste, et puis après, suivant les conditions, vont évoluer soit vers des cellules mésodermes, soit vers des cellules de postérieur neural, suivant la voie, l'importance de la voie FGF. Alors ici, on était dans les conditions dans lesquelles on avait beaucoup de données expérimentales pour entraîner un modèle paramétré à partir de ces fonctions. Mais dans beaucoup de cas, en fait, on connaît très très peu de données biologiques, ou si on connaît des données biologiques, c'est des données d'expression, mais sans connaître forcément toutes les données de signalisation. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que dans cet espace correspondant à la fonction potentielle, en fait, les axes sont très abstraits. Ils ne correspondent pas aux activités génétiques, donc on ne peut pas simplement représenter l'activité des gènes. Ou quand on le fait, c'est par un basculement homogène de l'ensemble du paysage. D'accord ? Et donc derrière, il y a des hypothèses que je vais rappeler qui sont importantes et qui appellent en fait une modification de ce type de représentation. Donc déjà, je voudrais parler rapidement, simplement pour le mentionner, un article récent de Madhavmani et Addison Howe qui en fait utilisent des données, définissent un formalisme pour arriver à apprendre en fait un modèle dans les conditions où on ne connaîtrait pas les données biologiques. Alors ils testent ce type d'approche dans un cas qui est celui en fait, que je vous ai présenté, où on connaît exactement les données biologiques, mais il teste le formalisme d'apprentissage d'un modèle géométrique, où il y a 0 hypothèse. Et on voit ici le modèle inféré par rapport en fait, au modèle connu, et qui montre que ça marche plutôt très bien, et qui montre qu'en fait, on peut, à partir de là, d'une part, apprendre des modèles. La deuxième chose, c'est que, et c'est l'autre partie de cet article dont je ne parlerai pas, c'est qu'ils essaient de faire une connexion beaucoup plus explicite avec les voies de signalisation, c'est-à-dire que x, y, on voudrait idéalement qu'ils correspondent en fait à des axes qui correspondent à des activités génétiques, des paramètres biologiques compréhensibles, que ce soit beaucoup plus transparent que ces variables beaucoup très abstraites, x et y. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, je vous renvoie à cet article. La deuxième chose que je voudrais dire en guise de conclusion, c'est, alors d'abord en guise de conclusion, vous dire que voilà, aujourd'hui on a vu donc un modèle géométrique qui permet de faire l'économie d'un ensemble d'équations dynamiques complexes avec beaucoup de paramètres que l'on ne connaît pas forcément ou que l'on ne pourra jamais véritablement connaître. Et même à considérer que certains paramètres sont peu contraints, donc on s'en fiche un tout petit peu, néanmoins, il y a quand même une difficulté, il y a un effort nécessaire d'arriver à avoir des représentations plus parcimonieuses et qui permettent de faire des prédictions. Alors le modèle géométrique que je vous ai présenté a cet avantage d'être parcimonieux, de se connecter aux données biologiques en ce sens que l'effet de la signalisation peut être représenté et qui permet de faire des prédictions
dans le domaine des interactions génétiques, d'épistasie et même d'évolution des dynamiques du système. La force de ce modèle-là n'est pas de rendre compte de l'existence d'états particuliers. Vous voyez, dans la fonction potentielle, avec des formes quadratiques ou cubiques ou autres, ça c'est une donnée qui est là, qu'on utilise pour rendre compte d'une phénoménologie, c'est que par exemple il y a 3 états symétriques. Mais il faudrait un autre type de modèle pour expliquer l'émergence de ces états. Par exemple, des choses qu'on pourrait dériver de propriétés de bistabilité par des équations différentielles. En tout cas, ce type d'approche géométrique ne rend pas compte de l'existence de ces différents états. En revanche, étant donné l'existence d'un certain nombre d'états, il prédit comment certains types de signaux peuvent aménager des routes, des voies particulières de transition entre ces états par des bifurcations en identifiant les paramètres de contrôle, lesquels sont encodés en termes d'activité de différentes signalisations. C'est la force principale de cette approche. Néanmoins, et pour finir, on pourrait être surpris que les systèmes puissent se représenter comme dérivant d'un gradient, d'un potentiel. Parce que finalement, un système qui dérive d'un gradient, c'est un système qui aurait des propriétés, on va dire, conservatrices, c'est-à-dire dans lesquelles le rotationnel du gradient en fait est nul, ce qui correspondrait en fait à un système dans lequel, s'il y avait normalement dans les systèmes biologiques, il y a de l'activité qui en fait que l'écoulement ne descend pas un gradient. Un exemple très clair, c'est ce que j'ai dit en introduction, c'est des oscillations. Dans les systèmes d'oscillation, le système ne descend pas un gradient, il subit des trajectoires tout à fait différentes. Donc, première question, c'est est-ce que tout système biologique dérive d'un gradient? La réponse est sans doute non. Et dans les cas que j'ai présentés, on fait cette hypothèse et on voit que ça marche assez bien. Donc on ne peut pas complètement falsifier ces modèles-là. De façon équivalente, vous savez, les modèles à l'équilibre en morphogénèse ont des raisons d'être critiqués pour la même raison, c'est que ce sont des systèmes à l'équilibre. Néanmoins, ils marchent à cause des séparations d'échelle de temps, par exemple. Donc il y a des conditions de validité. Mais on est intéressé par un cadre plus général, mathématiquement plus général, pour rendre compte du fait que dans beaucoup de cas, non, la dynamique ne dérive pas d'un gradient, elle ne peut pas. Elle suit des contours qui sont différents d'un gradient, d'un champ vectoriel qui correspond à un gradient. Et dans ce cas-là, que fait-on? Alors, il n'y a aucun article que j'ai trouvé qui, d'un point de vue expérimental et théorique, applique ce formalisme, mais néanmoins, on peut l'énoncer. En fait, on va dire que la dynamique du système, dx sur dt, n'est pas simplement dérive d'un potentiel, mais modulo une métrique, en fait ici l'inverse de la métrique, qui correspond en fait à la courbure, pas simplement générale, l'inclinaison globale du paysage, c'est ce que faisait la signalisation dans les papiers que je vous ai présentés, mais qui déforme localement, en fait la métrique, comprenons par là, qui change globalement la courbure, et qui permet que la dynamique représentée ici en vert ne correspond pas rigoureusement en fait aux lignes de descente du gradient représenté ici en rouge, et qui permet en fait d'accommoder l'existence d'activité dans un système, de la nature hors d'équilibre de l'évolution de ces systèmes, et qui permet aussi de le faire de façon plus locale. Donc les approches suivantes à suivre seront les approches dans lesquelles, et je sais que des gens travaillent dessus, par exemple Madhav Mani travaille beaucoup dessus, pour arriver maintenant à incorporer ce formalisme plus général pour l'appliquer à des données expérimentales dans lesquelles on va voir que la signalisation non seulement joue sur la paramétrisation de la fonction potentielle pour voir certains effets de la signalisation, mais également pour déterminer la dynamique. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit ici, les signaux peuvent jouer à deux niveaux, modifier le paysage, c'est ce que je vous ai dit aujourd'hui en l'illustrant dans ces différentes études, mais vous pouvez changer en fait, la façon dans laquelle les cellules évoluent dans ce paysage en le modifiant localement, en modifiant sa courbure, et donc qui correspondent à un effet sur la métrique également modifiée par la signalisation. Voilà, donc c'était simplement pour avoir un petit recul sur ces approches, voir ce qui va être important d'analyser à la suite et pour en comprendre l'évolution dans des contextes à la fois théoriques et expérimentaux. Voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui et la semaine prochaine, mon dernier cours, j'aborderai les questions importantes de tuning, adaptation et learning dans un système biologique. Et je vous remercie, je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt.